Bonsoir, bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Au menu de cette édition de la Nuit du Sport, nous sommes évidemment le mercredi 24 février. On parlera Afro-Basket, messieurs, Rwanda 2021, avec la qualification du Cameroun à l'issue de la troisième fenêtre des éliminatoires qui s'est refermée le week-end dernier à Yaoundé. 8 pays africains ont pris part à ce tournoi qualificatif. Bilan et perspectives sont à suivre dans le reportage que nous propose Christian Romé. Ce sera dans la pause actu. On parlera également athlétisme. Ils seront près de 500 athlètes qui vont se lancer à l'assaut de la conquête du Mont Cameroun ce week-end du côté de Boya dans la région du sud-ouest. Comment se prépare cette 26e édition de la course de l'espoir qui va se dérouler non seulement dans un contexte de crise socio-sécuritaire, mais aussi dans un contexte de crise sanitaire due à l'épidémie du coronavirus. La question est au menu du débat dans la seconde partie de l'émission qui sera aussi marquée par les échanges autour de la CAN de moins de 20 ans de football qui se joue actuellement du côté de la Mauritanie, sans oublier la crise liée à la gestion du football. La reprise du championnat de Ligue 1 et Ligue 2 annoncée pour ce week-end aura-t-elle effectivement lieu? On posera la question à nos différents invités. Ce soir, nous sommes en compagnie du coach de football Ernest Mabouka. Bonsoir coach. Bonsoir Lydie, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs et toute la famille de STV, de Spectrum TV. Je crois que nous serons à l'auteur des échanges. C'est pour ça que je suis là. Voilà, Yves Désiré Kouala, il est le secrétaire général de la Ligue régionale d'athlétisme pour le littoral et aussi en charge de la communication au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Bonsoir Yves. Bonsoir Makeda, bonsoir au coach Ernest, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs et à toute l'équipe technique. Idriss Sangou est avec nous ce soir. Lui, c'est un manager de football qui est du côté de la Guinée équatoriale. Et il fait aussi partie de la Fondation Issa Yatou. Idriss, merci de faire le déplacement. Merci d'être là ce soir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. Et enfin, Albert Atangana-Fouda, journaliste. Bonsoir, président. Oui, bonsoir Makeda. Il faut préciser que je suis le nouveau président du comité provisoire de l'AGC. Parce que tout ça, c'est important en ce moment où on veut que l'AGC soit forte et unifiée. Puisqu'on est dans la pause actuelle, qu'est-ce que ça change forcément? Ça change parce qu'il y avait effectivement une crise. Oui. Il y avait le président Ndjomo qui avait son camp. Il y avait la présidente Betty Bikoun qui avait son camp. Et évidemment, au niveau international, ce n'était pas correct parce qu'on a même eu à nous suspendre une fois. Et heureusement, il y avait un membre de IPS Afrique qui était ici pendant le CHAN, Pépéripe et Félix, qui a donc tenu une réunion avec les deux blocs. Et c'est comme ça que c'est eux qui m'ont proposé comme président de ce comité provisoire de gestion. Tout le monde a été d'accord que cela soit mis en place. Nous, on a 3 mois pour essayer de régler ce problème pour que l'AGC ne soit plus divisée. Alors, 3 mois pour régler ces problèmes. Peut-être revenir un peu sur ce qu'il faudra faire, votre feuille de route au cours de ces 3 mois, Président. La feuille de route, déjà, c'est la relecture des textes. On a mis une commission en place pour la première lecture. Et ensuite, le président et avec quelques membres, on va faire le tour des coordinations régionales pour recueillir les propositions et les suggestions. Qu'est-ce que les journalistes sportifs veulent que l'AGC soit. Et ensuite, il y aura assemblée générale élective avec tout le monde dans la salle pour mettre un bureau vraiment qui soit accepté, consensuel et accepté par tout le monde. Vous avez l'impression aujourd'hui quand même que c'est ce qui pourra se passer après 3 mois. On a quand même connu une crise au sein de la corporation. Vous savez, Makeda, j'ai tenu la première réunion à Yaoundé samedi dernier. Et sur 11 personnes, il y en avait 8. 3 qui se sont effectivement excusés parce qu'il y avait le SG est parti, Kwambi est parti à Garoua pour le match de Coton Sport. Donc, je crois que tel que j'ai vu la salle et la contribution de chacun, je crois que c'est bien parti. Tout le monde est d'accord pour qu'on
on refasse une association véritablement unie et très très forte. Mais est-ce que quand même, peut-être pour terminer sur le sujet, Président, c'est que le Cameroun, hein, on a beaucoup de challenges sportifs, le CHAN vient de se dérouler, il y a ces éliminatoires de l'Afro-Basket qui viennent de s'achever, il y a la CAN qui se profile à l'horizon. Est-ce qu'on y pense? Qu'est-ce que les journalistes sportifs, l'association pourrait faire pour véritablement jouer un rôle aussi important au moment venu? Je vais déjà vous dire, avec regret, avant le CHAN, on n'a rien pu faire parce que ça venait de tous les côtés. Et M. Alex Yewe, directeur de la communication de la CAF, m'a effectivement dit qu'il était anormal que son propre pays ne puisse pas bénéficier des retombées, peut-être un séminaire avant la grande échéance. C'est la CAF qui a dû le faire. Disons qu'il n'y en a même pas eu. Il n'y en a pas eu, il y a eu juste un don de matériel parce que le littoral les a sollicités pour un match dans leur tournoi. Et ils n'étaient pas prêts pour jouer. Ils ont donné le matériel à l'AGC Littoral, ce qui est déjà une bonne chose. Mais après les discussions avec Alex Yewe, nous nous sommes mis d'accord pour bien préparer la CAN, leur faire des propositions, qu'est-ce que nous voulons effectivement, puisque ça se joue ici. Et c'est la même chose pour les autres fédérations. Ce ne sera pas seulement le foot. Non, pas du tout. Là, c'est le sport. Le sport, c'est toutes les disciplines. Hein. Mais maintenant, c'est vrai, il y a peut-être 5 ans, on a eu à faire des formations sur le volleyball parce que chaque discipline a son langage. Sur le volley, et on va aussi en faire pour le basket, ainsi de suite, pour que certains puissent se spécialiser. C'est souvent désagréable d'entendre un journaliste parler de but quand il s'agit d'un panier au basketball. Et donc c'est un peu tout cela. On va faire beaucoup de formations. Et je vous informe que mercredi le 3, oui, IPS Monde veut en visioconférence causer avec les journalistes sportifs, les responsables des associations nationales de l'Afrique francophone, pour pouvoir qu'on leur dise qu'est-ce qu'on attend d'eux, quels sont nos projets. Et je crois qu'à l'issue de cette visioconférence, il y aura certainement des retombées pour le bien du journalisme sportif. Donc vous êtes optimiste? Ah oui, bien sûr. Vous savez, si on ne l'est pas, pourquoi on s'engage à ces choses-là? D'accord. Merci bien pour toutes ces informations, Président. On va poursuivre cette première partie de l'émission consacrée à la pause actuelle avec l'Afro-Basket. Je le disais tantôt, la 3e fenêtre des éliminatoires vient de se refermer. Le tournoi s'est disputé pendant 3 jours du côté du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, un tournoi qui s'est soldé aussi par la qualification du Cameroun à la phase finale de l'Afro-Basket, monsieur, prévu au mois d'août du côté du Rwanda. Bilan et perspective dans ce reportage que nous propose monsieur Basket de STV, Christian Womé. Les groupes B et C, logés dans la bulle du Palais des Sports de Yaoundé, ont livré leurs qualifiés, ou presque, ce week-end à l'issue de la 3e fenêtre qualificative pour l'Afro-Basket 2021 à Kigali au Rwanda. Dans le groupe B, le Sénégal occupe la tête avec 5 rencontres gagnées sur 6, tombées face à l'Angola en clôture de 3e journée. L'Angola suit avec 4 victoires, 2 défaites et le Kenya, lui, a arraché son ticket dans les dernières secondes du match contre l'Angola en 2e journée, bien que tombé en 3e journée face au Mozambique qui n'avait plus rien à gagner malheureusement. Le groupe C attend encore de savoir qui de la Guinée-Conakry ou de la Guinée équatoriale obtiendra le 3e ticket. Pour cause, la Guinée équatoriale, arrivée au Cameroun quelques heures avant son match en première journée face au Lion indomptable, n'a pu présenter les résultats de ses tests Covid et n'a pas pu jouer. La FIBA décidera prochainement sur cette situation. Les joueurs de Stéphane Dumas ont à la suite perdu leurs 2 rencontres livrées face à la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry, qui, elle, s'emparera du 3e ticket au cas où la situation en restait là. On est très frustrés parce que si nous avions joué le premier match contre le Cameroun, même en perdant de 30, 40, 50 points, aujourd'hui, nous avions une possibilité de défendre un goal average de 7 points. Ça veut dire dans la même configuration de match qu'il s'est passé aujourd'hui,
même avec cette erreur arbitrale, nous aurions été sûrement qualifiés pour l'Afrobasket. Parce qu'en perdant de 6 points, nous étions qualifiés et nous perdions de 2 points à 20 secondes de la fin. Donc nous partons très frustrés, mais aussi contents d'avoir été une équipe compétitive face à la Guinée, parce que nous savons parfaitement que la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont une division au-dessus, car ils font partie des meilleures nations basket de l'Afrique. La Guinée équatoriale est un pays émergent. Nous avions montré ça déjà l'année dernière en gagnant un match. Et cette année, encore une fois, face à une Guinée, nous avons été compétitifs, et je vous dis, nous avons perdu pour une possession. Même si le score à la fin est de 9 points, ça s'est joué à une possession. La tête du groupe est occupée par la Côte d'Ivoire, qui a à nouveau eu raison du Cameroun, qui lui espérait prendre sa revanche du match aller sur les mêmes installations. Les poulains de Lazare Adingono sont néanmoins qualifiés pour l'Afrobasket de août prochain au Rwanda, grâce à la seule victoire qu'il leur fallait, c'était face à la Guinée-Conakry en deuxième journée. This is special for us that we can get back to competing. With that said, thanking all FIBA and the Federation and all that the people that have made this possible, all the efforts I went with. As far as the game is concerned, well, it was a game of two halves. We played a pretty good first half, and then second half, we weren't able to continue playing the way we played in the first half. And with that said, our percentages, are not abysmal, and it's something that we will have to continue getting better, as time, goes by, So a lot of basketball to be played, a lot of things to be worked on, and that's what we intend in doing, working hard and continue getting better. Bon, les préparatifs, c'est tous les jours, mais on a déjà un programme de préparation qui est déposé auprès du ministère des Sports parce qu'on savait qu'on allait se qualifier. Et qui a été validé, donc le plan va se dérouler en temps opportun. Satisfait de l'organisation en général? Généralement ça va, les spectateurs ont vu le basketball, ils ont eu l'occasion de voir les grandes équipes comme l'Angola, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, même le Kenya, on découvre le Kenya, c'est déjà une bonne chose. Retour en plateau. Avant peut-être de parler rugby, on va prendre quelques réactions, Yves Désiré, par rapport à cette qualification du Cameroun pour la phase finale de l'Afrobasket. Messieurs, on va dire quoi? Qualification logique? C'est le sport. Une qualification logique, mais non, c'est une qualification logique. C'est-à-dire que vous êtes logé dans la même poule que, j'ai failli dire, uniquement la Côte d'Ivoire, et puis vous avez la Guinée équatoriale qui arrive avec son souci de santé, et la Guinée-Conakry, c'est pas des équipes spécialement qui feraient peur au Cameroun. Maintenant, bon, on est à domicile, on a peut-être la pression de la maison, mais je pense quand même qu'on est vraiment, l'entraîneur équato-guinéen a été honnête, il l'a dit lui-même, c'est vraiment un cran au-dessus, il n'y a véritablement pas compétition, enfin, c'était pas difficile, mais je pensais pouvoir au moins revenir. Alors, je pensais que le Cameroun aurait pu se qualifier en gagnant la Côte d'Ivoire. On a un souvenir de la Côte d'Ivoire de l'année dernière. C'est pas pour tout de suite. Oui, vraiment. C'est vrai que c'est pas pour tout de suite, mais on s'est dit avec toute l'équipe qu'on avait quand même, on avait espéré qu'au moins on viendrait à bout cette fois-ci de la Côte d'Ivoire. On a espéré, mais bon. Je pense que si nous on a un cran au-dessus de la Guinée équatoriale, je crois que la Côte d'Ivoire également a un cran au-dessus de nous quand même. Peut-être un mot, coach, sur je crois que le plus important est fait. Le Cameroun s'est qualifié. Parce que c'est ça, je crois que le coach actuellement a dit qu'il a déjà planifié pour la suite. Ça veut dire que la préparation, tout c'est au niveau de la préparation. Je crois que s'ils ont déposé et que le ministère a donné le OK, il faudrait que ça puisse se suivre. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est que quand on perd un match, on relève les points ou avec lesquels on peut travailler. Mais ce qu'on a toujours au Cameroun, c'est que nous tardons le pouvoir, ne serait-ce que faire la préparation au moment où il faut le faire. Je crois qu'aujourd'hui, le coach l'a dit, le ministère a donné le OK. Là, c'est le président de la fédération. Le président de la fédération. A dit, le ministère a donné le OK, je crois que ça ira. Et bonne chance pour eux, parce que quelque part,
Et comme le président l'a même dit, il a dit qu'il était sûr qu'il devait se qualifier. Maintenant, c'est la suite. Oui, la permission de la non, juste comme ça, hein, juste pour dire qu'après que le ministère des Sports ait dit OK, il y a notre ministère qui doit dire OK. Le ministère des Finances. Le ministère des Finances. Le ministère des Finances. Donc, le ministère des Sports peut dire oui, d'accord, allez-y. Après, la réaction peut ne pas être immédiate. Mais bon, c'est pour août prochain. Donc, je dis autant mieux vite faire pour qu'on essaye d'avoir une belle performance. Président Fouda, sur ce sujet. Moi, le problème, c'est vrai, félicitations pour la qualification, mais c'est le début du processus. Il faut qu'au Rwanda, on puisse gagner le trophée. Maintenant, le vrai problème, c'est on a de très bons basketteurs au niveau mondial, mais c'est la gestion de ces grands joueurs-là qui fait problème lorsque nous sommes dans des grandes échéances. Ça va se passer comment? Parce que le coach a dit qu'il y a un programme déjà validé, mais ce programme, ce sera sans les grands joueurs qui vont arriver à la dernière minute. Quand vous parlez des grands joueurs, vous faites allusion à qui? Ah ouais, il y a Embiid, il y a Siakam, il y a... Oui, vous savez que les basketteurs de la NBA, ça c'est une autre paire de manches. Non, justement, ils sont camerounais, donc ils doivent pouvoir venir renforcer l'équipe pour gagner les trophées continentaux. Donc, c'est souvent la gestion, il faut qu'il soit assuré, il faut qu'il soit, et c'est souvent ça qui fait problème, et ça nous fait louper le coach dans des grandes échéances de basketball. Donc, vous souhaitez par exemple que cette fois-ci, quand même, oui, que ce soit vraiment bien géré, qu'ils viennent, qu'ils soient contents de venir aider le Cameroun à gagner des trophées, et je crois que c'est bien. Au niveau où ils sont, de gagner des trophées individuels et autres, mais le Cameroun reste le drapeau, c'est ça qui nous soutient, qui nous guide. On espère que votre message a été bien perçu, et évidemment on verra bien le moment venu au mois d'août que les basketteurs qui seront appelés donc à défendre les couleurs du Cameroun du côté du Rwanda. On va parler maintenant de rugby, le rugby féminin avec l'équipe féminine de rugby à 15 qui est actuellement en stage du côté de Yaoundé. On doit avoir en ligne Jacques Ngonsu, qui est entre autres l'entraîneur national du rugby à 15 féminin, pour avoir davantage de précisions sur le déroulement de ces stages, comment ça se passe, combien de filles sont concernées par ce stage externe. Et aussi ce qu'il faudra retenir, les différents challenges justement qui nous attendent aussi, qui attendent le Cameroun dans les prochains mois. Donc Jacques Ngonsu, qu'on doit avoir d'un moment à l'autre dans cette émission en direct de Yaoundé, lui qui évidemment est en train, comme on peut le voir sur ces images, il dirige ce stage externe. Jacques, bonsoir, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir Jacques, est-ce que vous nous recevez? Oui, merci d'être avec nous, c'est la nuit du sport. Alors Jacques, il y a actuellement ce stage externe-là avec l'équipe nationale de rugby à 15, l'équipe féminine. Comment ça se passe sur le terrain? Disons que le stage se passe relativement bien. Le stage se passe relativement bien, et puis on a convoqué un maximum de choses pour pouvoir détecter les meilleurs, et que celles qui seront moins meilleures vont rentrer dans les clubs pour s'améliorer avec ce qu'elles auront appris pendant ce stage-là. Donc c'est un regroupement important. On a fait la première journée avec une prise en main de 15 km où on devait souder l'équipe sur le moral. Et hier, nous étions au camp militaire, au centre d'instruction. Donc elles ont réappris ce que c'est que l'équipe nationale, ce que c'est que les couleurs. Elles ont été au pas. Et nous sommes revenus ce matin encore au centre en histoire. Depuis 12 heures, nous y sommes. Nous travaillons relativement sur ce qui est de la technique, les replacements pour le coup de pied d'engagement. Et demain, nous allons effectivement continuer sur autre chose. Alors Jacques, quand vous parlez quand vous dites que vous avez convoqué un maximum de joueuses, c'est à peu près combien? 63 joueuses. 63 joueuses ont été convoquées, et 63 joueuses issues de 5 clubs
participant au championnat 7 et au futur championnat 15 qui commence le 13 mars. Donc il y a 63 joueurs qui ont été convoqués et nous sommes relativement avec 48 qui ont répondu présents. Donc en ce moment, en stade, nous avons 48 joueuses qui travaillent au quotidien. D'accord. Quel est quand même, on peut dire, si on peut un peu tirer le bilan à mi-parcours de ce stage, qu'est-ce que vous pouvez déjà retenir? Écoutez, si on veut parler de moyens, disons que les joueuses pendant le stage se sont ayant appréhendé le concept d'équipe nationale véritablement. Quand on sait ce que c'est que l'équipe nationale, ça veut dire on est doublement concentré, on est doublement, voire triplement au travail. Donc c'est de ça qu'il est question. Et je peux dire que relativement je suis content parce que la cadence de l'équipe nationale est différente de la cadence en club. L'équipe nationale c'est la haute performance, le haut niveau. Donc les joueuses se sont déjà appropriées le concept et après on va travailler. Elles sont disponibles. D'accord. Alors avant-dernière question, y a-t-il quand même déjà des filles qui sortent du lot, Jacques, depuis le début de ce stage externe? Pardon, je ne vous ai pas compris. Y a-t-il quand même des joueuses qui sortent du lot depuis le début de ce stage externe? Oui, c'est une question qui est récurrente. On va dire que les joueuses se sont démarquées depuis la détection pendant les matchs de 15 qu'elles ont joué et elles continuent de se mettre à l'abri avec les performances qu'elles déploient pendant ce stage. Donc on détecte toujours, il y a toujours des individualités qui permettent au collectif de réussir des choses. Il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on détecte chaque jour. Alors pour terminer, parce que vous êtes assez occupé par ce que vous faites, les défis attendus, les défis prévus, quels sont les challenges qui arrivent? Disons que depuis que nous sommes en préparation, nous avons des partenaires qui se prononcent dans la sous-région. Le Gabon, la République démocratique du Congo voudraient rapidement, voire dans 1 mois et demi au plus tard, qu'on passe à un match test. Mais nous avons d'autres objectifs également. Nous avons des matchs tests contre le carré du rugby africain, concernant le féminin, le 15 féminin, qui est Madagascar, Côte d'Ivoire, Sénégal et Kenya. Donc il y a Ouganda, il y a Sénégal, il y a Madagascar et il y a l'Ouganda. Donc ce carré-là, c'est ce carré-là que nous voulons automatiquement affronter et il y a un match test annoncé contre le Kenya, un deuxième contre l'Ouganda. À partir de ce moment, on va juger du niveau réel en attendant l'Africa Cup qui va se dérouler très bientôt. D'accord, merci beaucoup Jacques et bonne continuation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci encore. Voilà. Bien sûr, on reviendra au fur et à mesure pour vous donner les nouvelles du déroulement de ce stage du rugby féminin à 15. Le rugby, en quelques mots aussi, Yves, qui se remet peu à peu sur les rails, on peut le dire, au Cameroun. Non, je suis tout heureux parce que quand je vois Jacques aujourd'hui en train de relancer par exemple le rugby à 15, rugby féminin à 15, je suis honnêtement tout enthousiaste, c'est-à-dire que je l'ai vu avec le rugby Kwata à l'époque, dans un quartier bilonguais à Douala, où il allait détecter les gens dans les quartiers pour leur inculquer quelques petites les types de billes comme ça de rugby. Vraiment, je l'encourageais. Bon, c'est vrai qu'en mode là, il y a un moment au niveau de leur fédération, ils ont eu beaucoup de problèmes avec une suspension, je pense, de l'Union internationale de rugby. Comment ça va, l'Organisation mondiale du rugby a suspendu le Cameroun à un moment. Bon, ça n'a pas fait beaucoup grand bruit, c'est normal. C'est pas votre sport. Mais néanmoins, ils reviennent tant bien que mal. Et moi, je crois tout simplement que ça augure beaucoup des lendemains meilleurs pour le rugby. Si aujourd'hui, les messieurs ne font plus trop parler d'eux parce que c'est devenu un peu récurrent, c'est-à-dire que dès qu'on s'est passé 2 ballons, tac, on s'expatrie, on est devenu autre chose, on n'est plus camerounais. Mais si les dames déjà comme ça, on peut les encourager, est-ce qu'elles viennent déjà, on sait tout ce que c'est le football, le sport féminin chez nous au Cameroun. Donc s'il y a autant, s'il n'a pas eu de 63 appelés, il y en a eu 48 qui ont répondu présents. Mais moi je dis que ça veut dire tout simplement que il a su trouver les mots et les gestes pour les motiver. Et voilà, qu'elle soit là, moi je pense que je dis félicitations à Jacques et beaucoup de courage dans cette initiative. Il en aura besoin, Président. Beaucoup de courage. Mais mon problème, c'est que chaque fois, il parle de relativement. Son relativement, bon, je comprends que ce n'est pas parfait. Et il se bat.
C'est quelqu'un de très engagé dans ce qu'il aime faire, le rugby. Par contre, j'ai une préoccupation. Quand on parle de stage externe, ça veut dire que chaque joueuse est chez elle. Maintenant, ça se passe à Yaoundé. Comment on fait pour les rugby women de Douala? Elles font comment pour être à Yaoundé? Est-ce qu'elles ont des logements là-bas ou d'autres villes? C'est pour ça que moi, ça me pose un problème, les stages externes, parce que si une bonne joueuse a des problèmes pour se loger à Yaoundé, comment elle va faire pour participer à ce stage? Et j'espère qu'il pourra résoudre ce problème d'une manière ou d'une autre avec des partenaires ou avec le ministère. Sinon, vraiment, il a besoin de beaucoup de courage. Oui, c'est qu'il fait là. De la scène sportive. Ce qu'il fait là est très bien. Et malgré tous les combats qu'il a menés, et je crois qu'il les a gagnés puisqu'il est toujours là. Et je crois que c'est une très bonne chose ce qu'il fait là. Alors on va refermer la pause actu, peut-être avec l'actualité aussi du coach Ernest Mabouka, très engagé aussi sur le terrain avec les jeunes, gardiens de but. Non, joueurs de champ et gardiens de but. Tout le monde. Je crois que je suis en train de bâtir quelque chose au niveau de la cité. Si vous savez, le sport est important dans des coins comme la cité. J'ai créé l'académie, Ernest Mabouka Academy. Voilà, les petits enfants là, voilà. ils sont tout petits. Ils sont en pied d'œuvre pour le futur du football camerounais. Vous avez le chef de l'État et tout le monde, le ministère et l'Africa Foot, tout le monde maintenant se bat pour qu'on puisse avoir quelque chose au niveau de là où nous sommes. Je suis né à la cité-ci. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai des grandes personnalités comme le grand frère Hervé Emmanuel, qui est président d'honneur. Je peux en citer beaucoup. Personnellement, nous sommes en train de vouloir bâtir quelque chose pour les jeunes au niveau de la cité-ci. Je crois que le plus important, c'est d'avoir cette passion, d'aimer et de pouvoir ne serait-ce que inculquer quelque chose de positif sur le plan technique. Parce qu'aujourd'hui, on parle trop de courses, mais je crois que le plus important, c'est au niveau de la technique. Quand la technique, au niveau de la base, c'est déjà bien fait. Tout est bien fait. Ça veut dire que j'ai eu des exercices dès le départ de jongler, passer le ballon, contrôler le ballon. Déjà en une journée, en 2 jours, je joue déjà le 4 contre 2. Les enfants peuvent s'en sortir déjà comment passer le ballon pour essayer d'éliminer 2 joueurs qui sont au milieu de ces 2. Donc c'est important. Je crois que au fur et à mesure, parce que j'ai une programmation, c'est un travail qui est de longue haleine que j'ai eu à travailler parce que je l'ai fait en Afrique du Sud avec les Manchester City. Ils sont passés, ils avaient fait 2 semaines là-bas. J'ai toute la formation qu'ils ont fait et j'ai vu l'évolution de ces enfants. Je crois que mon expérience et ce que j'ai appris, je vais mettre ça au pied d'œuvre au niveau de la cité. Alors, Idriss, vous qui êtes en Guinée équatoriale, justement, là on parle de la formation des petits enfants, comme on a pu le voir sur ces images. Là-bas, comment ça se passe aussi? Là-bas, ça se passe aussi très bien, puisque j'ai commencé par là et je peux dire que l'académie qui m'a initié est la toute première académie en Guinée équatoriale, donc forgée depuis 1996. Bon, et là-bas, ça se passe aussi bien. Hors de l'académie Mismoukoulou de Bébéine, il y a aussi Kano de Malabo, que vous connaissez bien, qui est même l'une des académies je peux dire très forte en Afrique centrale. Si je peux aussi faire une petite rétrospective sur le tournoi de Yaoundé concernant l'équipe de la Guinée équatoriale qui n'est pas entrée. Je crois que le sport, c'est nous dans un sens universel et non nous dans un sens segmenté. Lorsqu'on échoue comme ça, on doit faire allusion à l'échec et savoir pourquoi on a échoué. Ça va pas marcher. Bon, ok, concernant ce que vous êtes en train de dire, en Guinée équatoriale, ça fonctionne aussi comme ça fonctionne, mais le Cameroun est grand, mais la Guinée est en train de devenir très très fort aussi. Mais sinon, quand même, pour terminer sur le sujet, coach, ces petits-enfants, ils ont quel âge à peu près? J'ai des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans pour le moment. Je crois que je vais essayer, avec le programme que j'ai, essayer d'abord de pouvoir sensibiliser tout le monde au niveau de la cité. C'est parce que... Et là, on est où? C'est au stade de Marion de la cité. Vous voyez, j'ai pris beaucoup d'enfants. J'allais poser un problème d'infrastructure aussi. Oui, j'ai pris les enfants à l'école publique. La programmation, c'est que les enfants qui sont à l'école publique sont plus faciles à pouvoir les entraîner parce que
ils font la mi-temps. Ça veut dire que les horaires, ceux qui travaillent dans l'après-midi, à leur temps. Ça veut dire que le matin, ceux qui vont à l'après-midi, ils ont 1 heure d'entraînement. Ça veut dire que de 9h à 10h, ils ont le temps d'aller à la maison, de se changer, de récupérer un peu enfin d'aller à l'école. Ceux qui sont dans l'après-midi, ils sortent automatiquement à midi. Ils ont 3 heures de se reposer et venir de 15h à 16h pour essayer de travailler. J'ai lundi, mardi, mercredi, ils se reposent et si j'ai jeudi. Donc, ils ont 3 jours de travail de la semaine. Surtout, les 13 ans vont travailler comme ça. Maintenant, les 10 ans, 11 ans, 12 ans, je vais essayer de pouvoir après avoir sélectionné, parce que nous sommes en phase de sélection, je vais essayer de faire 2 séances par semaine. Parce qu'eux, ils sont encore très jeunes et ils sont importants. Parce que eux, la base, il faut avoir plus d'œil et plus de temps à pouvoir faire des corrections. Par contre, les 13 ans, 14 ans sont déjà, avec les notions qu'ils ont, ils ont déjà quelque chose qu'il faudrait seulement essayer de faire pour que ça puisse briller. D'accord. On a parfois aussi vu le kit athlétique. Hein, oui, tout à fait. Au niveau, côté aussi, avec toujours les tout petits. C'est pour ça que je regardais avec beaucoup d'attention. Je regardais les petits dans les petites passes et tout. Moi, ça m'a fait super plaisir parce qu'effectivement, en athlétisme, on a également ce projet, ce programme qui en fait d'assurer la relève. C'est-à-dire qu'on a des gamins à qui on donne des bribes d'initiation. Donc ça, c'est quelque chose de... Pour moi, je crois que c'est la base du sport. Hein. Vous avez parlé des fondamentaux. Tout le monde aujourd'hui veut devenir tel, mais les fondamentaux, c'est ça qui nous manque le plus en fait aujourd'hui. Peut-être un mot là-dessus aussi, Président Fouda. Moi, je regrette que nous ne puissions pas suivre le programme sportif des pays du Maghreb, parce que je sais que là-bas, déjà, il y a les zones d'habitation, les bus prennent les enfants pour l'école. Et dans la matinée, tous ces enfants font le sport, chacun dans ce qu'il aime faire. Et ils commencent dans les classes vers 9h et ça finit vers 16h. Les enfants jouent de 16h à 17h et les bus viennent les reprendre pour les ramener à la maison. C'est déjà la culture du sport qu'on inculque à ces enfants. Et des initiatives, oui, ça c'est au niveau national. Voilà, ça. Maintenant, malheureusement, chez nous, c'est beaucoup plus des initiatives privées qu'il faut encourager, mais malheureusement, il faut beaucoup de moyens. C'est vrai qu'on a des centres de formation ici qui ont des moyens, mais ça ne suffit pas. Il faut pouvoir élargir l'assiette. C'est pour ça que ce que Mabouka fait est bien. C'est qu'on fait en athlétisme. Je sais qu'au volleyball, il y a des écoles de volleyball, basketball, un peu partout. Et je voudrais dire... les mairies doivent s'impliquer. Bien sûr, mais avec quels moyens? Non, il y a des budgets pour... J'ai déjà pour la Guinée équatoriale qui dit qu'ils veulent venir au sommet, mais en football féminin. En 2012, j'étais en Guinée, c'est la Guinée qui a gagné le trophée de la CAN de 2012. Donc, c'était déjà au sommet. C'est pas, j'espère que ça devrait... Concernant le football féminin, je crois qu'on avait fait avec le superficiel. On n'avait pas pris dès la base comme le coach est en train de prendre là. Et quand on fait comme ça, on sent qu'il y a le pourrissement d'un moment à l'autre. J'espère que vous voyez... C'est-à-dire après la compétition, on avait acheté les filles par-ci, le ministre lancé, bon, je ne peux pas les citer, on avait acheté, on avait mis de l'argent. Il y a un monsieur, je peux dire Essono Ejo, le neveu du président de la République maintenant, il avait pris du temps, aller au Mali, aller au Nigeria, partout pour acheter, voir les familles verser de l'argent et tout. On a construit autour d'une très bonne équipe féminine. C'est ça qui a gagné. Il fallait compter combien des Équators étaient là-dedans. Mais si la Guinée équatoriale a des talents mais qui ne connaissent pas leur valeur. Donc pour entraîner là-bas, tu dois plutôt aller vers eux. Ici où on vient vers vous, si tu attends un enfant, il ne viendra jamais. On part vers eux, on force même pour qu'ils soient comme ça. Quelqu'un comme mon président qui m'a initié, il a tellement souffert en Guinée équatoriale. Parce que, imaginez, quelqu'un qui pouvait avoir un budget de 2 milliards. Moi, j'ai fait avec lui au moins 12 ans. Actuellement, il n'a pas d'argent. Heureusement que l'État l'a récompensé. On l'a nommé délégué provincial des sports, président provincial de la Ligue de Kientem. Bon, vous voyez, il prenait les enfants, son argent, il dépensait. Quand il te supplie, la famille accepte de te payer la scolarité, tout.
Il faut imaginer près de 200 enfants, si tu as eu à faire ça, tu vas rester avec combien? Et la Guinée a des talents. Parce que quand tu vois un enfant qui boit, il fait tout. Mais s'il touche au ballon, j'ai atteint la finale en 2012. Parce que j'ai pris l'équipe de 32e de finale jusqu'en finale. La petite équipe de Bébéin là. Mais je peux vous jurer que quand on arrivait, tu voyais peut-être le club de Panthère, où le président est allé en Argentine prendre 4 joueurs, aller en Allemagne. Mais nous avions les petits enfants. Ils sortaient même de l'alcool la nuit. Le matin, on voyage des Bébéines. Le plus long tronçon terrestre de la Guinée équatoriale, c'est Bébéine Bata avec 221 km. On arrive à Bata, on prend encore Mbini, 70 km. On quitte à Bata, à Bébéine, vers les 10 heures. Où je vous parlais de l'organisation que vous avez vu à Yaoundé, on quitte vers les 10 heures pour arriver là-bas parfois à 16 heures où l'arbitre siffle déjà à la fin du match. on gagne les blancs et tout avec les petits enfants. Donc pour eux, c'est une question de conscience en Guinée équatoriale. Les filles comme les garçons, ils peuvent faire beaucoup de choses. Voilà. Oui, j'ai envie de faire. Hein, oui, bien sûr. C'est pas ça la thématique de ce soir. Non, mais je veux dire que moi, quand je regarde, par exemple, les jeunes tout à l'heure du coach Ernest Mabouka qui travaillait, moi, j'étais en train de dire quand le président Atara Fouda évoque, fait une comparaison avec les pays du Maghreb. Moi, je pense que n'allons pas jusqu'à nous comparer aux autres qui sont déjà à ce niveau. Moi, j'estime tout simplement... On prend toujours l'exemple sur les meilleurs. Oui, d'accord, ça c'est sûr. Moi, je voulais prendre un cas qui est très simple. Honnêtement, vous avez appelé... C'est un autre cas encore. Vous n'avez pas eu de décentralisation et tout ça là. Les mairies deviennent comme quasiment autonomes. Mais pourquoi est-ce que justement, aujourd'hui, on ne pourrait pas dire qu'une mairie prend en charge ce type d'initiative pour les accompagner? Parce que moi, je vais vous prendre des exemples simples. C'est-à-dire que, bon, prenons dans l'exemple d'ailleurs, combien de mairies en France voudraient par exemple que le Tour de France passe par une piste seulement de trucs. C'est-à-dire que les mecs, ils sont prêts à financer pour que la course passe par là. Maintenant, comme c'est une initiative telle que celle-là, pourquoi est-ce que... moi, je me rappelle, quand on parle de volleyball aujourd'hui au Cameroun, il y avait un quartier qu'on connaissait, on aimait ça. Charlie qui n'a pas joué à Messa, a joué qui lançait le cadre de volleyball. Vous aviez l'ONCAC, le CANSIC, c'était le basketball. Donc aujourd'hui, vous voyez donc ce type d'initiative. Moi, j'étais en train de chahuter tout à l'heure le président Atara Fouda. Les gamins s'entraînent, il y avait une voiture qui faisait l'auto-école à côté. Oui. Alors, pourquoi est-ce que les mairies ne pourraient pas se rapprocher de ce type d'initiative et les accompagner? Pourquoi il faut toujours attendre qu'on ait atteint un certain niveau pour qu'on commence à s'intéresser à l'activité de quelqu'un? Non, moi, j'estime tout simplement que si aujourd'hui, la mairie vraiment au pif, de Douala 4e décide de créer un parc, je ne sais pas moi, un petit, je crois qu'il y a un peu d'espace quelque part à Bonabé, on peut faire un petit... pas complexe forcément, des petits stades un stade de volleyball, un de basketball, ça crée, et puis maintenant, quitte à ce que les gens s'abonnent, ça leur rapportera de l'argent à la mairie, mais également ça permettra que les jeunes comme ça, là, qu'on puisse commencer à détecter. Voilà, Jacques qui a les enfants, les dames à Yaoundé 48, quand elles vont rentrer, le président Fouda parlait de ça, quand elles vont rentrer, qui a en Konsamba, qui a Eboné, qui je dis n'importe quoi, qui a ainsi de suite, le suivi sera quoi? Au moins, ils pourront un peu être suivis dans ces espèces de petits complexes, mais que ce soit suivi. Donc, je crois qu'on peut arriver à là où les Maghrébins sont aujourd'hui, en allant tout doucement, que les mairies s'impliquent un peu, parce qu'il y a un budget, pour qu'on arrête de raconter, il y a un budget qui est prêt, qui est disposé pour qui est alloué au sport, à la culture, mais franchement, je me demande combien de mairies organisent des événements sportifs au Cameroun dans 35 ans. Donc, à un moment, il faudrait quand même un peu changer, bougeons-nous, quoi. Voilà. Président Fouda, vous pouvez ajouter autre chose? Non, juste pour dire que les budgets que les mairies votent pour le sport, c'est juste pour les tournois de vacances. Ils mettent un peu d'argent, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on leur demande de faire. C'est de faire, d'assister des initiatives comme celle de Mabouka, tout simplement. On espère bien que les choses vont finir par changer. Hein. Un jour. Bien sûr. Voilà, on va donc entrer dans la seconde partie de cette émission. On parlera certes de la CAN de moins de 20 ans qui se joue du côté de la Mauritanie, le Cameroun qui dispute son quart de finale demain contre le Ghana. On parlera aussi un tout petit peu de Coton Sport de Garoua et évidemment de la gestion du football
football au Cameroun avec l'annonce de la reprise du championnat. C'est pour ce week-end. Mais avant, on s'intéresse à l'athlétisme avec la 26e édition de la course de l'espoir Île Désirée. Voilà, c'est ce week-end du côté de Buea, dans la région du sud-ouest. Nous sommes mercredi, à quelques jours justement de cette compétition. Où en est-on avec les préparatifs? On n'est même plus au niveau des préparatifs. Au niveau maintenant de la... Les derniers réglages, si on peut dire ça. Oui, enfin, les derniers réglages, non, ça va. C'est de manière assez sereine. C'est vrai que c'est une autre édition avec encore un autre défi parce que depuis 4 ans, on organise l'ascension de Mont Cameroun avec un petit problème, enfin, que tous on connaît, qui est la crise sociopolitique qui sévit dans les deux régions du nord-ouest et sud-ouest, qui a forcément un impact. Mais cette année 2021 est assez encore particulière parce que cette autre édition est encore particulière parce qu'en dehors de la crise socio-politique, on a la crise sanitaire qui est là, qui est vraiment recrudescente au Cameroun. On va dire que c'est pas pour autant qu'on va organiser ça de manière différente. Bon, les préparatifs vont bon train, toutes les commissions sont sur pied, notamment la commission locale, tout est balisé, le parcours est déjà balisé. Les visites médicales, effectivement, ont commencé du côté de l'hôpital régional de Buea. Parce que, comme je l'ai dit, on était en offre, il y a des athlètes étrangers qui sont déjà au Cameroun, qui forcément, eux, sont passés déjà par... pour traverser à l'aéroport, il fallait présenter patte blanche par rapport à la Covid. Ils avaient un autre test et à Buea, ils en font un autre parce que, bon, ils sont là depuis un certain moment, ils sont entrés en contact avec XY. Donc, au niveau de la fédération, ce qui est fait maintenant, c'est que dès le jeudi prochain, tous les athlètes retenus passeront des tests. Dès jeudi? Dès jeudi. Il est demain. Oui. Tous les athlètes retenus passeront des tests Covid, tests PCR. Voilà, l'exiger, c'est une exigence, voilà. Pour le reste, les commissions sont sur pied. Au niveau de la direction technique nationale, les listes sont déjà rendues publiques. Effectivement, c'est 500 athlètes, compris expatriés et nationaux. C'était pour réduire forcément les conditions sécuritaires et tout ce qu'il y a autour. Non, je vais dire tout va pour le mieux. Maintenant, il suffit maintenant d'aller tout implémenter, tout ce qui a été après, parce qu'il faut dire que les hôtesses et autres, ça se travaille déjà du côté de Buea. Donc, de manière globale, c'est comme une espèce de répétition. L'autre seule chose qu'on a rajoutée cette année, en dehors des innovations, c'est d'assurer les conditions de santé, sanitaires pour tous les athlètes officiels. Voilà. À date officielle. Oui. Alors, Président Fouda, vous avez évidemment couvert, en tant que journaliste aussi, cette course de l'espoir. Et on faisait quand même bien de faire remarquer qu'il y a, non seulement il y a cette crise socio-sécuritaire, mais aussi il y a la crise liée sanitaire liée au coronavirus. Est-ce que ça aussi, ça vient pas un tout petit peu réduire... on connaît la course de l'espoir, on connaît la dimension de cette compétition. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas un impact, on peut le dire, sur cette compétition-là? Tout à fait, parce que dans les années 80, avec un grand sponsor, Brasseur La Place, c'était vraiment une très très grande compétition qui a pris de l'ampleur avec des étrangers qui venaient gagner et des nationaux qui s'arrangeaient pour que ils puissent aussi gagner. Et vraiment, c'était quelque chose... Qui s'arrangeait pour qu'ils puissent aussi... Non, ils s'entraînaient. Ils s'entraînaient. Ils ne faisaient pas autre chose. Parce que quand le Stifter a gagné trois courses successives, je crois que les nationaux ont dû se dire que ce n'est pas normal. Et évidemment, la 4e fois, c'est les nationaux qui ont gagné. Et depuis là, ça marche au niveau national. Mais je dis, ce n'est plus le même engouement, peut-être au niveau des athlètes, oui, peut-être au niveau de l'organisation, oui, mais le grand public, ce n'est plus ça, certainement à cause de la pandémie, à cause des problèmes sécuritaires.
Mais malgré cela, il y a quand même quelque chose qui manque, c'est-à-dire la communication autour. Parce que c'est pas tout le monde. L'autre jour, mon ami me demandait l'ascension de Mont Cameroun, c'est encore quand? Il n'y a plus cette grande communication autour de ce grand événement qui, pour moi, peut être considéré comme une compétition mondiale, internationale. Parce qu'il y a le directeur de la communication juste à côté. Oui, justement, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des partenaires qui mettaient beaucoup de moyens dans cette communication pour déjà leur image. Et évidemment, ils prenaient beaucoup d'action dans la diffusion même de cet événement en direct. Et ça se fait encore, mais vraiment, il y a comme quelque chose qui a un peu ramené les choses en dessous. Mais l'année dernière, il n'y avait pas encore le Covid, Covid plutôt, mais ce n'était plus le grand mouvement, oui. Et c'est vrai que quand c'est devenu Course de l'espoir, ça a été quelque chose de nouveau. Les gens ont apprécié, c'était aussi très très couru. Aujourd'hui, 500 athlètes, c'est bien, mais après les tests, il y en aura certainement moins. Et j'ai dit une chose, ceci n'empêche pas la compétition d'être très très intense et très disputée. Mais j'ai dit, moi, c'est la communication autour pour revaloriser cette grande compétition internationale. C'est très très important. Non, je ne veux pas dire on a fait de la communication vite fait, avec la permission de... Non, je voudrais dire tout simplement qu'effectivement, on ne va pas non plus faire comme si aujourd'hui on ne reconnaît pas que ce sera un peu baissé en termes de communication. Il faudrait dire que pour cette année spécialement, le Cameroun a beaucoup avait un gros événement qu'il organisait pour la première fois depuis des années, le Chan. Il faut dire qu'il y a une grosse mobilisation médiatique autour du Chan, ça faut le dire tel qu'il est, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais également on attendait... Même ça a aussi décrié, le manque oui, on en a parlé, on a parlé effectivement, parce qu'on a parlé de la communication autour des événements d'envergure au Cameroun, qui est un vrai problème. Non, donc en fait, après le Chan qui a pris tout le monde, qui a absorbé tout le monde, il faudrait dire qu'il y a également qu'on attendait l'accord de la haute hiérarchie de la nation, qui devrait valider qu'on puisse organiser cette compétition en cette période où on est tous à l'évidence, qu'on se rend tous à l'évidence qu'il y a cette recrudescence de la Covid. Oui. Donc il faut dire qu'en janvier, en janvier qu'on a eu le hockey de pouvoir organiser, mais c'était encore quelque peu, donc on n'allait pas se lancer là. Mais c'est pas une... je veux dire quoi, je ne veux pas me justifier par rapport à ça, parce que moi, vous savez, je suis quelqu'un d'assez honnête et ouvert. Tout à fait. Partout là où ça ne marche pas, on cherche à améliorer. Donc on essaye tant bien que mal de pouvoir le faire. Maintenant, il y avait une société brassicole qui accompagnait l'événement. Il faudrait dire que moi, qui ai pris, je ne vais pas dire, qui suis rentré dans l'organisation il y a à peu près encore, il y a 5 ans, on s'est rendu compte qu'effectivement, disons les choses telles qu'elles sont, cette société en fait était un peu au creux de la vague, elle a profité pour essayer un peu de remonter, à relancer un peu l'activité, à faire un peu un rendam grâce à ces camions qui circulaient avec des affiches et tout, bon, qui ne cadraient vraiment pas avec la discipline, mais bon, toujours est-il qu'on a fait comme on a pu. Mais je crois que c'est important que nous, au niveau du comité d'organisation, nous commencions à relever pour améliorer pour la 27e édition. Avec l'espoir que nous n'allons pas entendre le même discours, que c'est la veille, c'est dans la nuit que le chèque est arrivé, que les moyens sont arrivés. Sauf que... Parce que vraiment, ça stresse, hein, ça crée le stress. Au niveau des finances, on sait tous comment aujourd'hui ça se passe, malheureusement, que c'est à la veille quasiment, que c'est pour ça que c'est généralement préfinancé. Bon, on ne viendra pas sur des débat de préfinancement. Le président Doku... oui, ça. Lorsque vous avez cité peut-être les tas qui ont causé cette carence de communication, moi n'étant pas dedans, peut-être moi je peux faire une lecture phénotypique que nous avons d'abord, je crois que c'est la partie anglophone. Oui. Nous avons les criminels qui sont en train d'agir là-bas. Donc c'est pas moi je me dis que l'État aussi, il y a aussi une autre politique. Parce que lorsqu'on dit hier le Mont Cameroun, je crois que ces gens peuvent commencer aussi à intimider le bas peuple. Ceux qui iront, on va les tuer.
Moi, je me dis que ça compte aussi. Excusez-moi. Non, non, je suis d'accord avec vous. Je ne fais pas partie du lobby, mais il faut que je vous explique. Moi, je comprends déjà. Regardez, avant, on avait souvent la publicité de ça, ce qui a fait même le tour du monde. La une même, quand on parle du média, puisqu'actuellement, depuis 5 ans, l'endroit est menacé. Le milieu est menacé par les terroristes. Moi, je me dis qu'il y a aussi ce problème qui a impacté le flux de la communication. Je me dis. Ça peut être une raison. Ça peut être une raison en ce sens qu'à chaque fois, soyez-en certains, à chaque fois qu'il y a Course de l'espoir, il y a le Ghost Town qui est annoncé. Le Ghost Town est annoncé. Je rappelle, on avait fait une stratégie, je crois que c'est en 2017, le Cameroun gagne la Coupe du Monde, l'Afrique de football, je crois que c'est en 2017. Alors, le Ghost Town est annoncé dans toute la ville. Nous, on a beau faire nos pavoisements dans le stade, sous forte escorte, sous forte présence militaire, mais on n'est pas sûr, on craint, ça craint un peu. Et c'est au moment où tout le monde est chez lui, machin, tout le monde guette, et c'est le joueur Faye Collins qui rentre dans la ville, rentre au niveau du truc dans la voiture, et lève le trophée, il rentre dans Buea avec le trophée. Toute la ville de Buea est sortie comme une personne, au moins pour célébrer le trophée qui est arrivé. Et on a donc annoncé aux gens que le trophée ira donc au stade lors de la cérémonie, et puis ça présenté lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe de l'Espoir. Donc en fait, c'est comme ça qu'on est rentré ensemble. Donc on s'est dit, donc on peut quand même à un moment accorder nos violons entre les disciplines sportives nationales pour pouvoir faire un événement tel que celui-là. Et c'est comme ça que ça a pris. Mais le stade était bondé de monde. Le lendemain, tout Buea a été ouvert. Parce qu'il faut dire des choses également. Il faudrait dire que les gens de la population de Buea s'identifiant à cet événement, du nord et du sud-ouest, s'identifiant à cet événement. Les potentiels vainqueurs nationaux ont toujours été ceux de la zone. Et j'aime le dire que sur le plan touristique, les gens arrivent comme chez eux. On peut d'abord poser les armes et tout ce qui est nos problèmes politiques. Après, vous regardez sur le plan économique, on dort dans les hôtels qui sont là-bas, on va boire dans les bistrots, les snacks, et ainsi de suite. Je pense que sur le plan économique, ça a un côté positif parce que c'est tout bénéfice pour eux. Après, maintenant, les vainqueurs, c'est quand même leurs frères. Donc, je pense que le sport, aujourd'hui, nous fait penser qu'on peut d'abord se tasser et ensemble, parce qu'on a vu le Chan, je n'ai pas trop fait de commentaires dessus, je n'ai pas entendu des éclats de voix ou des éclats de ceci. Les matchs sont bel et bien disputés. Moi, j'y étais. Moi, j'étais à Buea, j'étais à Limbé. À Buea, c'est ça d'entraînement. Je suis allé au Moliko, la Namibie qui était avec la Zambie, je crois. On y a été. Donc, je crois quand même que le sport aujourd'hui réussit à nous faire un peu accorder nos violons. On devrait peut-être s'attendre aussi à cette même ambiance-là pour ce week-end quand même avec cette course de l'espoir, coach. Je crois que nous tous, moi personnellement, je me disais que je me suis toujours dit que c'est le deuxième sport camerounais parce que je me souviens toutefois, en février, j'étais toujours dans les camps pour voir les causer et gagner ce tournoi. Je crois que le plus important, c'est ça amène en une journée, on rassemble tous les Camerounais quelque part dans un coin du Cameroun. Et c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a dit par rapport à ça, à cet événement, elle est très importante. Je crois que même si en 2 jours, on dit aux Camerounais que le monde Cameroun sera là et tout le monde va sortir. Je crois que le plus important, c'est que... C'est quand même une compétition qui est marquée là, qui est ancrée dans les même les enfants. Non, moi, je vous dis, quand j'étais encore jeune, je ne passais, même s'il y avait un match de football, je prenais le temps de regarder le monde Cameroun parce que je me disais que les causes, parce que nous avons donné cette force, cette envie de regarder la télé chaque année, qu'en février, il va gagner. Et Sarah est tombée. Vous voyez un peu, donc je crois qu'après le football, c'est ce sport-là qui ramène tout le monde et que vous voyez, je crois que le stade est bondé de monde. Bondé de monde. Dans un match de football, je crois que c'était dans les années 91 que j'avais vu des stades bondés comme ça. La première fois, toute fois qu'il y a mon Cameroun, il y a le stade bondé. Je crois que ça nous rappelle un peu que si c'est le même cas dans le football, le sport va vivre. Le sport va vivre, je crois que c'est important. Oui, Idriss, moi je pense que ces gens ne nous suivent pas. Parce que vous savez, quand c'était calme lors du chant, comme vous dites, mais vous savez que c'est. On ne revient pas sur le débat politique, Idriss. Non, ce n'est pas la politique. Donnez-moi une minute. Je veux seulement dire quoi. C'est un événement qui est très, très, très connu dans le monde entier. On dit mon quoi.
Mon Cameroun. Vous savez que la lutte, c'est que ce nom ne doit pas exister. Bon, comme on n'entre pas dans... Voilà, ce n'est pas un débat politique. Alors, Président Atangana Fouda, peut-être un mot aussi sur ce contexte où, comme le disait Yves tout à l'heure, on devrait peut-être tous taire nos querelles et laisser place au sport à un moment donné. Je vais vous prendre l'exemple, le cas des matchs de football à Bamenda. Oui. Moi, j'ai supervisé 2 matchs là-bas. Ma famille me demandait, mais quoi, tu vas faire quoi là-bas? Moi, je leur ai dit, vous savez, si vous allez au culte tous les dimanches, où l'on dit que nul ne connaît ni le jour, ni l'heure, moi, j'y vais. Je ne connais pas mon jour, ni le jour, ni l'heure. Moi, je vais parce que je sers le football, j'ai toujours servi le football, je vais y aller. J'y suis allé 2 fois pour 2 matchs très, très importants. Et je crois que le stade a toujours été plein, même comme le stade, on joue au centre de formation de Lyon Sport, là-bas, qui est peut-être à 6 km du centre-ville, et le stade est archi plein. Je veux dire que même ces gens-là, ils aiment voir le spectacle. Donc, ils viennent voir le spectacle. Ce qu'ils font pour d'autres choses, c'est ailleurs. Mais je n'ai jamais vraiment vu des problèmes autour du sport. Donc je crois qu'ils viendront soutenir leurs athlètes qui gagnent depuis une dizaine d'années au moins. Et ce sont les athlètes du sud-ouest et beaucoup plus du nord-ouest. Donc je crois que ça va se disputer et il y aura véritablement une belle course. Une belle course. Alors, peut-être avec vous, Yves Désiré, on peut revenir sur on va dire quoi, la phase préparatoire de cette compétition. Il y a toujours eu des petites courses de part et d'autre, justement pour pouvoir retenir les athlètes qui vont participer à cette course. Ouais, il faut dire que pour cette année, on a retenu 6 courses. Enfin, 6 courses à travers le triangle national. Il y en a eu une dans le littoral, il y en a eu une forcément à Boya, il y en a eu une à Baloum dans l'ouest, il y en a eu une à Marois, le Mont-Niège, il y a eu Bankolo pour le centre et il y a eu le Mont Ebolova. Donc c'est à l'issue de toutes ces compétitions qu'on a, selon un quota des résultats obtenus l'année dernière, qu'on a pu retenir certains athlètes nationaux, il faut préciser, parce qu'on laisse toujours une marge pour les athlètes qui arrivent de l'étranger. Donc c'est sur cette base que la direction technique nationale a pu retenir les représentants du Cameroun. Maintenant, il faut dire que malgré les 2 crises décriées plus haut, on a un peu été étonné quand même qu'il y ait des pays tels que la France qui soient revenus, parce que la France c'était systématique l'année dernière. Oui. C'était clair et net, l'ambassade avait fait une note dessus. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire même les annonceurs, les partenaires français n'accédaient pas au stade. Il n'y a pas eu de branding d'entreprise française, bien qu'ayant donné un petit chèque de soutien. Parce qu'ils avaient dit, ils ne veulent pas s'associer à un événement qui est contesté par l'autre partie. Donc, mais cette année, on a été un peu étonnés parce qu'il y a la France, l'Italie, les États-Unis, par exemple, qui sont revenus. Étonnés dans le bon sens. Oui, oui, parce que, non, vous savez, moi je connais plusieurs journalistes qui l'année dernière m'ont dit clairement qu'ils ne venaient pas. Ouais. Parce qu'ils avaient peur. Vous savez, moi en partant, je me dis à chaque fois, quelque chose peut arriver. Mais le président Fouda vous a dit tout à l'heure que par bus, vous avez pu quand même traverser comment on dit, de Douala à Bamenda. Le match, oui, des retours. Je crois que le seul truc qu'on a eu une fois, c'était avec le président, l'entraîneur Doumbé Bosso. Je crois que ça c'est autre chose. Hein. Non, mais pour le reste, je crois quand même que cette crise, non, on n'aime pas en parler parce que bon, c'est pas quelque chose de très réjouissant. Mais je crois que jusqu'à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui empêche l'évolution du sport dans la région. Voilà. Alors, nous, les athlètes, justement, pour rester un peu sur le plan sportif, Yves, il y a les athlètes étrangers qui sont là. Comment le Cameroun, est-ce que le Cameroun a les atouts nécessaires pour pouvoir s'imposer une fois de plus à domicile? Les atouts nécessaires, je veux dire oui. Atouts nécessaires parce que déjà, qu'on est chez nous, on s'entraîne beaucoup plus là, chez nous. On est plus... Il faut dire aussi également que
les gens du nord-ouest ont un peu eu du mal à s'entraîner ces derniers jours. Ils étaient obligés d'aller à Oku pour travailler. Parce que bon, on sait tout ce qui se passe. Et à côté de cela, on a les allées qui sont allés du côté de Bouya s'entraîner. Ceux du littoral sont allés à Konsamba, sur le mont Maningouba. C'est dire qu'il y en a qui ont qui envisagent beaucoup envisagent faire de bonnes performances. Mais je le dis partout où je passe, je préfère dire la vérité, c'est qu'il y a une légion kenyane qui est arrivée au Cameroun depuis 3 semaines et arrivée avec... 3 semaines. Oui, il y a le Rwanda et le Kenya qui arrivent avec de très grandes ambitions. L'année dernière, les Rwandais ont raté le premier vol. Ils sont arrivés à Bouya, je crois qu'il était 4 h du matin. Les résultats obtenus, on nous a laissé penser que s'ils étaient arrivés dans les temps, la compétition aurait été... Là, ils sont là avant le temps même. Hein. Oui, alors là, c'est dire que je crois que le Marocain, lui, il arrive aujourd'hui, mercredi. Donc, il lui fait beaucoup plus des épreuves de sable. Les compétitions de sable et les courses sur sable. Mais il a dit qu'elle vient pour sa 2e année, mais il pense que ça va aller. Donc, je peux dire que le Cameroun, nous, parce qu'on est nationaux, on est peut-être chauvin, mais on va supporter les nôtres. Mais à un moment, dans l'organisation, on n'a pas beaucoup le choix. On est tout le monde. Mais il faut dire que la compétition va être sérieusement difficile, elle va être vraiment disputée. Peut-être, oui. Parce que c'est les dames et les messieurs, les Kenyans, qui sont 6 à être arrivés, qui sont là-bas depuis 3 semaines. Donc, ils ne sont pas venus non plus faire des touristes. Ce n'est pas le tourisme qui les a amenés. Tout à fait. Peut-être avant l'intervention du coach Yves, l'arrivée des Kenyans, les Marocains, les Rwandais, etc. Quelle est la valeur qu'on donne justement à cette course de l'espoir aujourd'hui, sur le plan africain? Je ne vais pas me limiter sur le plan africain, je dirais déjà que... ou alors international, pour élargir un peu. Au Bounou du Nigeria, bien loin du Cameroun. Pour beaucoup d'aller vous regarder peut-être dans les livres de records et autres, vous allez voir la course d'espoir reste une course, l'ascension au Cameroun reste atypique. Atypique en sens que vous ne pouvez pas vous bomber le temps, c'est dire je vais gagner ça pour la 3e, 4e, 5e fois, non. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de particulier. Et il faut dire que la différence avec d'autres courses qui ne sont pas les courses de montagne, c'est que le parcours peut être changé, il peut être modifié. Oui. Le sommet peut ne plus être le même sommet qu'on a eu l'année dernière en fonction des conditions atmosphériques. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus haut. Quand on est à moins 15, on ne peut pas prendre le risque d'envoyer des athlètes à ce niveau. Donc le sommet peut être ramené. Donc il y a tellement de spécificités qui font en sorte que il y a quelque chose de particulier. C'est-à-dire que c'est comme, j'aime bien l'histoire du Magic Street. Il parle d'un arbre magique. Vous le voyez à chaque fois, mais vous le voyez, mais vous pensez que vous êtes à 1 mètre. Mais plus vous rapprochez, plus lui, il a tendance à s'éloigner. Ouais. Donc, c'est toutes ces légendes autour de cette course qui rend... C'est une course finalement c'est du sport, c'est du tourisme, c'est... Comme on aime souvent dire, c'est l'extrême pour d'autres personnes. Quoi. Alors, coach, on parlait tout à l'heure, il faudra compter sur les étrangers cette année. Il y en a qui sont déjà là depuis 3 semaines, comme soulignait Yves Désiré. Et voilà, ça démontre quoi? L'ambition claire et nette de ces athlètes. Je crois que c'est une compétition qui est importante pour certains pays. Ce n'est pas seulement le Cameroun. Je crois que ceux qui viennent là aujourd'hui ont toujours envie de pouvoir marquer, qu'on puisse ne serait-ce qu'écrire leur nom quelque part, parce que cette compétition est importante. Je crois les Kenyans et les Rwandais qui sont là, ça veut dire que, comme dit Yves, c'est pas du chocolat, ça sera du chocolat. Ça sera le travail. Il faudrait que les nôtres puissent travailler pour ne serait-ce que... On sait quand même que les Kenyans et les Rwandais, au niveau de la course plat, ils vont vite. Donc c'est au niveau du sommet que je crois qu'ils sont là, parce qu'ils savent qu'ils doivent travailler sur le sommet, parce qu'au sol, ils vont aller plus vite que les Camerounais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faudrait que les Camerounais qui seront vite dans cette compétition puissent ne serait-ce que gagner très haut et prendre l'avance qu'il faut au niveau de la descente. Parce qu'à la descente, ils vont aller vite. Je crois qu'ils sont préparés. Quel qu'en soit le cas, comme a dit Yves, si ça change, je crois qu'ils travaillent en amont. C'est pour ça qu'ils se disent que si ça change, ils vont le faire sans toutefois avoir des problèmes. Parce que je crois qu'au niveau de la course, nous ne pourrons jamais rivaliser ces gens au niveau de la course plat. Ça veut dire qu'au niveau du sol, même au niveau de la descente, je crois que c'est important que les entraîneurs et les compétiteurs qui sont là aujourd'hui puissent prendre ces gens au sérieux. Même lecture aussi, Président Fouda.
Disons que les Kenyans, les Rwandais, beaucoup plus les Kenyans, ils vivent en hauteur. Donc, quand ils font le marathon à plat, ils ont leurs poumons réagissent plus facilement, résistent à l'endurance et ça va très vite. Et vous voyez, ils ont une morphologie pour faire les courses de fond. Maintenant, le Mont Cameroun est réputé être l'une des plus grandes compétitions difficiles du monde. Beaucoup d'étrangers sont déjà venus à cette course-là. Ça n'a pas été facile. Les nôtres, on a plusieurs champions des années passées qui seront dans la compétition et qui connaissent déjà le Mont Cameroun, même s'ils ne s'entraînent pas directement sur ce mont, mais ils savent déjà comment ils vont courir sur ce mont. C'est vrai que un bon point. L'aller, oui, c'est un bon point. La montée est une chose, la descente est toute une autre chose. Et ils vont seulement affiner leur technique pour améliorer les performances. Et je crois que nous avons encore la chance, même si les Kenyans sont là depuis un mois. Je ne suis pas sûr qu'ils vont jusqu'au sommet. Et aussi, il y a un peu de peur. Ils s'entraînent. Mais j'ai dit, nous avons nos anciens champions qui connaissent très bien la montagne. Et il y a Fassa Moto, qu'on évoque souvent, qui pourra certainement les aider aussi à aller plus vite et à descendre plus vite. Alors, qu'est-ce qui vous fascine dans cette compétition, par exemple, vous, en tant que journaliste? Mais écoutez, c'est déjà c'est un grand exploit que de partir le matin à 7h et faire, mettons, le mont est à 4100. Et c'est vrai que Boya est déjà à 1000 kg. Donc, vous faites les 3000 poussières de kilomètres en montagne et vous revenez, tout ça en 4 heures. C'est très fascinant. Et j'ai dit que ça nous a toujours... on a toujours été très émus de voir que pendant qu'ils sont partis, pendant que nous, on est dans les loisirs, on nous annonce déjà le retour. Oui. On se demande, parfois on se demande comment ils font, ces athlètes-là. Parce que déjà, le groupe médiatique qui filme en direct a des problèmes souvent pour arriver au sommet, parfois aidés par les hélicoptères. Et quand ils reviennent là-bas, eux-mêmes ils vous disent que vraiment, ils ne savent pas comment font ces jeunes athlètes-là pour monter et redescendre en 4 heures et poussière. Et ce n'est jamais facile. Même les femmes font dans les 5 heures et poussière. C'est vraiment quelque chose de très fantastique. Je crois que c'est ça qui crée la sensation dans cette compétition. Et tout le monde veut y aller pour vivre cette sensation de monter, de descendre ce sommet qui a déjà une grande réputation dans le monde. Oui. Mais même si, ne fût-ce que même pour ces éruptions, même pour tout le reste. Mais je dis, malgré ces éruptions, les gens ils vont chaque année, ils reviennent, il n'y a pas d'incident. Et je crois que c'est très très important. Voilà. Alors Idriss, vous avez quand même l'occasion de regarder, on imagine bien cette course de l'espoir. Qu'est-ce qui vous étonne aussi? Qu'est-ce qui vous fascine? Ce qui me fascine, je ne parlerai plus d'être étonné. Ce qui me fascine, ce qui me fascine, c'est l'émotion. Vraiment, cette émotion a atteint un niveau mondial. Ce qui fait que le nom du Sarah Etongwe a été connu sur le plan mondial à cause de cette course-là. Moi, je me dis que l'État camerounais doit la contempler, surtout l'immortaliser, quelle que soit la situation qu'il doit prévoir. Donc, moi, je me dis, les deux nations qui sont déjà arrivées, ce n'est pas pour rien. Il faut qu'on soit... seulement deux. Ah oui, c'était ceux qui sont là. Il y a le Marocain qui arrive aujourd'hui. Qui s'y entraînent. Il faut vraiment faire attention. Ce sont aussi les adeptes de cette discipline. Eux, quand ils viennent, ça veut dire que plusieurs années, ils ont étudié que s'ils étaient là tôt, ils pouvaient faire plus. Et c'est nous qui l'avons toujours gagné.
quel que soit le cas, quand on écrit Cameroun quelque part, même si c'est le cricket, c'est quoi, ça attire toujours l'attention. Donc, coûte que vaille, il nous faut gagner cette compétition. Et il faut vraiment être très vigilant. Parce que les gens qui sont arrivés, s'ils ont coopté quelque chose de plus, ils peuvent nous damer les pions. Et il ne le faut pas même. Mais il va souligner tantôt qu'on a des athlètes qui connaissent très bien le parcours. Pareil avec le président. Oui, mais des étrangers ont déjà eu à gagner cette course. Donc, il faut faire attention. Oui, c'est pour ça que ça faisait un moment quand même, ils n'ont pas gagné. C'est pour ça que j'ai dit, honnêtement, ça va un peu changer la couleur du podium. Enfin, je ne le souhaite pas, hein, pour pas qu'ils m'entendent. Non, ça changera la couleur sur le podium, mais je dis que on vient gagner parce que, mine de rien, tout à l'heure, on entend qu'est-ce qui attire les gens. Écoutez, vous prenez votre billet d'avion à 500 000, vous gagnez, vous avez 10 millions. Il y a de quoi attirer les gens quand même, quoi qu'on dise. C'est-à-dire qu'au-delà du prestige et tout ce qu'on veut, c'est que la cagnotte quand même à 10 millions ne laisse personne indifférent. Donc je pense qu'également ça c'est autre chose qui attire les gens. Un élément motivateur voilà. Aussi. Et maintenant, comme ça là, pour qu'on est encore dessus, il faudrait dire que pour ne pas décourager certains qui penseraient que bon, écoute, c'est pas la peine parce que si je vais là-bas, je gagne un Kenyan, un Rwandais, donc moi je peux pas gagner un Éthiopien. Il a été donc pour cette année institué des espèces de récompenses sur étapes. C'est-à-dire que le premier au premier refuge aura un prix. Mais la condition maintenant pour avoir été au premier refuge aura été également d'atteindre le sommet. D'avoir atteint le sommet. C'est pas atteindre le premier refuge, je rentre chez moi, je tends la main. Non, c'est-à-dire qu'il faudra faire le parcours. Le premier à avoir atteint le premier refuge aura une prime. C'est-à-dire qu'il a atteint le sommet, il arrive au stade. Même s'il n'est pas le vainqueur. Même s'il n'est pas le vainqueur, c'est-à-dire que c'est un vainqueur par étape. Enfin, on va dire par étape comme ça, mais il faudrait quand même qu'il ait fait le parcours. C'est-à-dire ça permet quand même à quelqu'un de ce qu'il s'est battu, il a atteint le sommet le premier. À la descente, effectivement, voilà, c'est le coach Pouba qui disait que à la descente, le Kenyan, non, je crois que c'est le président qui disait que sur le plat, ils vont, on le sait tous, sur le plat, ils vont plus vite que nous. C'est normal, ils vivent en altitude. Donc, sur le plat, ils vont plus vite que nous. Ça fait quand même que le gars qui est arrivé en premier au sommet croyait gagner. Mais il faut quand même lui donner motivation. Donc, il y a des petites primes comme ça. Une belle innovation quand même. C'est-à-dire que ça est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a celle-là, il y a les plus jeunes. Bon, c'est vrai qu'on a eu un problème sérieux parce qu'on s'est rendu compte quand nous sommes allés à Boya, au Tesres, qui a une écurie encadrée par Soka Original, l'ancien champion. Je vous assure que le plus âgé doit avoir 15 ans. Alors, leur expliquer maintenant qu'à cet âge, ils ne peuvent pas arriver au sommet intermédiaire ou au premier refuge, c'était très compliqué et malheureusement, on a été obligé de céder parce que si on commence à les décourager comme ça, là, quand j'ai vu, comme je pensais justement à ça quand je regardais les gamins du coach Ernest, si on commence à les décourager en disant qu'ils n'avaient pas encore l'âge, attendez, alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire des... Ils sont motivés alors ils sont motivés, mais ils sont plus motivés que les seniors parce qu'eux, ils viennent, leur objectif, c'est de venir battre les juniors, parce qu'ils ne sont pas encore juniors en fait. Parce que vous en avez de 12-13 ans. Mais qui vont tellement vite, maintenant on ne peut pas leur dire non, vous ne pouvez pas prendre par la compétition. Donc c'est de les motiver, on va leur trouver peut-être des endroits qui peuvent arriver, on dit c'est bon, retourner pour au moins maintenir leur flamme. Donc il y a des petites initiatives, des innovations comme ça qu'on a dit, bon écoutez, il faut quand même motiver les enfants, il faut continuer quoi. C'est important ça aussi. Oui, très important parce que vous savez le jeune, quand il est motivé dès le bas âge, a toujours envie d'atteindre le sommet. Et quand vous ne motivez pas le jeune dès le bas âge, déjà vous tuez déjà le génie. Et pour ne pas tuer le génie, c'est d'amener à ce génie à pouvoir ne serait-ce qu'avoir cet espoir. Je peux atteindre le sommet. Atteindre le sommet, c'est se préparer dès le bas âge. Comme a dit ce champion qui est en train de préparer les jeunes aujourd'hui. Je crois que je peux dire félicitations, parce que quelque part, c'est ça la base. C'est ça la base. Parce qu'à 15 ans, déjà l'enfant qui va vers... à 17 ans, je crois qu'il sera même champion. Il va même combattre, il va essayer de pouvoir battre les plus vieux. Je crois que c'est important aujourd'hui qu'on essaie de travailler au niveau de la base. Nous avons décrié ça. Il faudrait qu'aujourd'hui, ceux qui ont le savoir, ceux qui ont un peu quelque chose de temps à pouvoir aider les jeunes à devenir champions, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Alors, dernière question, Yves, avant de consacrer la dernière partie de cette émission à d'autres sujets. La compétition, l'événement sportif, c'est ce 26 et 27 février. Qu'est-ce qui est prévu le 26? Qu'est-ce qui est prévu le 27? Le 26, il y a une cérémonie forcément d'ouverture, présidée par le ministre des Sports. Mais autour de cela, il y aura la présentation de tous les records men et women camerounais, tous ceux qui ont battu les records nationaux dans la discipline d'athlétisme. Parce que je pense que c'est la plus grosse tribune qui puisse nous être offerte pour présenter au public les champions du Cameroun l'édition dernière. Nouveau record du Cameroun battu parce qu'il y en a eu 6 qui ont été battus l'année dernière. Donc on va les présenter quand même aux acteurs de l'athlétisme. Il y a élection Miss Mount Cameroun Race of Hope, ça on remet ça parce qu'on a eu l'habitude de le faire, mais à un moment, à cause de ce conseil depuis 4 ans, on a arrêté. Et puis il y a un concert en soirée pour maintenir la flamme, c'est-à-dire c'est la veille de la compétition. Oui. Mais là, maintenant, il faut dire à côté de cela qu'il faut rassurer le président Tangana Fouda. Les problèmes qu'on a eu il y a encore à peu près 7-8 ans, où on avait les maillots qui arrivaient, les sponsors qui arrivaient très tard la nuit, on remettait les maillots et dossards à 3 h du matin, ça n'existe plus. Plus tard, à 12 h, tout est terminé, le vendredi. La raison fondamentale est que les équipes de relais doivent déjà commencer à monter. Parce que pour expliquer aux téléspectateurs, c'est qu'à côté des courses individuelles, il y a les courses de relais. Alors, le premier partant part du Moleco Stadium pour le premier refuge, où il retrouve son coéquipier qui y a passé la nuit. Ils vont tous les deux et ils retrouvent celui qui a passé la nuit monte jusqu'au deuxième refuge, il transmet le témoin et à son coéquipier qui va jusqu'au sommet et il redescend, il récupère tous, ils rentrent tous les 3 parce que c'est pour ça qu'à un moment quand vous regardez la télé, vous avez 3 bonhommes qui arrivent en même temps. C'est une équipe de relais en fait. Donc pour permettre à ce que tout le monde puisse monter de la nuit, en journée, le vendredi tranquillement, dès 11 h, les équipements sont remis dès le jeudi. C'est pour ça que dès demain, c'est pour ça que les visites médicales ont commencé ce mercredi, jeudi, vendredi, de manière à ce que tout soit prêt avant le début des cérémonies, qu'on ait bouclé, que tout le monde soit parti, ceux qui veulent se reposer, ainsi de suite. Donc, je rassure le président à ce niveau. Non, il n'y a plus ça n'existe plus depuis. Non, donc, voilà, en gros, comment tout ce qui est préparé pour le vendredi, c'est la remise de dossards, ainsi de suite, les kits. Parce qu'il faut dire que quand vous montez, vous devez avoir votre badge, parce que vous êtes escorté par l'armée. Ils ne pourront monter que les athlètes et des gens accrédités pour y accéder, pas de touristes. Les contrôleurs. Oui, tout ce qu'il y a comme contrôle officiel et tout, pour assurer que tout est... voilà, c'est le parcours. Et le 27, c'est la course. Le 27, c'est le sacre d'un Camerounais. Non, c'est la course le 27, voilà. Je crois que ce sera l'une des plus belles courses de ces dernières années. Ça, je le sens. Voilà, on attend bien évidemment qu'on va suivre ça de très près. La course de l'espoir, 26e édition, vous l'avez compris, c'est ce 26 et 27 février du côté de Boya. C'est dans la région du nord-ouest, ici même du sud-ouest, pardon, ici même au Cameroun. On va déboucher sur les derniers sujets de cette seconde partie de l'émission avec la CAN des moins de 20 ans de football qui se joue aussi, la Coupe de la Confédération de la CAF, la FECAFOOT, la LFPC, où en est-on, c'est la problématique. On commence quand même par la CAN des moins de 20 ans, le Cameroun qui fait jusqu'ici un parcours sans faute, 9 points sur 9 à l'issue du premier tour. La compétition se joue du côté de la Mauritanie. On va rappeler que pour le premier match du Cameroun, c'était le match d'ouverture, Mauritanie-Cameroun. Le Cameroun s'était imposé par 1-0 le 14 février. Le 17, Cameroun-Ouganda, 1-0 également lors de la deuxième journée de la phase de groupe. Et la troisième journée, c'était le 20 février. Cameroun-Mozambique avait un carton plein, 4-1 face à l'équipe mozambicaine. Dans le groupe A, le Cameroun termine leader avec 9 points. On le disait, 3 victoires, 6 buts marqués, 1 but encaissé.
encaissé, goal de différence de plus 5. L'Ouganda est deuxième avec 6 points. La Mauritanie, troisième, 3 points. Le Mozambique, dernier de ce groupe avec 0 points. Et aussi la situation dans les autres groupes quand même. Dans le groupe B, c'est le Burkina Faso qui a terminé à la première position avec 7 points. Suivi de la RCA, 4 points. Tunisie, troisième avec 4 points aussi. La Namibie, dernière de ce groupe B avec un seul point. Et enfin dans le groupe C, c'est le Maroc qui termine à la première position avec aussi 7 points. La Gambie, deuxième, 4 points. Le Ghana, troisième avec 4 points. Et la Tanzanie, 1 point pour refermer ce groupe C. Les quarts de finale, on a vu le tableau tout à l'heure. Les quarts de finale, voilà, pour le Cameroun et le Ghana, c'est demain. Jeudi, le Burkina Faso aussi va jouer contre l'Ouganda. Et on peut voir vendredi prochain le Maroc contre la Tunisie et la RCA qui sera face à la Gambie pour ces quarts de finale. Mais avant, coach, quand même une lecture, une analyse de ce parcours du Cameroun dans cette première étape. Je crois que mon analyse est tellement très simple parce que quand vous regardez le premier match gagnant 1-0, difficilement parce que dans l'élaboration du jeu, ce n'était pas ça. Et le Cameroun a perdu. Vous regardez le deuxième match, toujours 1-0. Je crois que le coach lui-même a vu qu'il fallait essayer de faire certains changements. C'est là que vous voyez au troisième match le carton avec 2 buts de Etienne Eto'o qui a démontré qu'il avait sa place dans cette équipe parce que je crois qu'aujourd'hui le coach aura l'embarras de choix d'avoir une équipe qui pourra ne serait-ce que jouer contre le Ghana. Ce qui dit, c'est que le coach, quand vous regardez cette équipe, ne connaissait pas vraiment ses joueurs dès le départ. C'est à la fin qu'il a commencé à avoir une équipe de football avec les Etienne Eto'o, avec tous ces nouveaux joueurs qui sont entrés, qui lui ont montré un bon visage, un beau jeu. Le football se jouait. Je crois que ceux qui ont vu ce match ont vu les Mila et tout ça là. Ça disait vraiment qu'à l'époque où on voyait Mila et Roger et puis Samuel Eto'o sur le terrain, on voyait quelque chose d'extraordinaire. Je crois que le coach aujourd'hui, s'il est conscient, il sait que dès le départ, il est déjà champion. Champion pourquoi? Parce que le Cameroun a terminé avec 9 points. Quand vous regardez les autres groupes, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu 7 points, 4 points et tout ça là. Et il faudrait qu'on essaie d'aller avec un sursaut d'orgueil. La seule chose, c'est au niveau de la concentration des joueurs. Comment les préparer à la veille de ce match contre le Ghana. Nous savons toujours que même à l'équipe nationale du Cameroun, on a eu des problèmes avec ces nations. Mais il faudrait que le coach puisse galvaniser ses joueurs et les demande d'être concentrés. Alors, Président Fouda, un mot quand même sur le parcours du Cameroun dans la première phase de cette CAN de moins de 20 ans qui se joue en Mauritanie. Très beau parcours, malgré les difficultés. Comme l'a si bien dit le coach Mabouka, moi j'ai suivi le premier match. C'est vrai que c'est les erreurs des autres qui font les victoires des uns. Vraiment, la Mauritanie nous a posé des problèmes. Il a fallu un peu plus de pression vers la fin du match pour qu'un défenseur commette une erreur et que nous on puisse marquer le but de victoire. Mais je dis, c'est une compétition assez relevée, même si j'estime que notre poule n'était pas aussi difficile que ça. Parce que quand on voit Maroc, Ghana, quand on a vu Maroc, Ghana et autres, ce n'était pas facile du tout. Donc, j'ai dit, c'est très bien, mais quand Mabouk a dit que le coach ne connaissait pas certains joueurs, dit, quand vous savez déjà que Eto'o a toujours été capitaine dans son centre de formation, avec les U17, il était le capitaine. Je ne crois pas qu'on puisse donner le brassard à quelqu'un qui n'est pas bon. Et il était capitaine. Il devait même jouer avec nos cadets quand il y a eu ce texte-là qu'il fallait, qu'on aurait dû changer. Donc j'ai dit, moi coach, je dois déjà savoir que tel joueur, tel autre joueur, dans leurs équipes là-bas, font de très bon travail. Oui. Bon, ça c'est maintenant lui qui décide. Il les a mis dans un match qui, le Mozambique n'avait plus rien à gagner, n'avait pas d'enjeu. Maintenant, il faudra voir en quart de finale
qu'est-ce que ça va donner. J'ai dit, c'était un très bon parcours de faire du 9 sur 9. Oui, alors dans Idriss, si on comprend bien le président Fouda, on aurait dû titulariser un joueur comme Etienne Eto'o, peut-être dès le début de c'est le manager qui vous parle. Parce que le coach a parlé, je le comprends. Il ne peut pas tirer sur son collègue. Le journaliste a parlé, l'aîné a parlé, je comprends, il ne peut pas aussi dire n'importe quoi. Moi, je serai sec, direct. Parce que je vous prendrai l'exemple. La Guinée équatoriale cette année, le champion là-bas, son entraîneur, vous savez comment il s'appelle? Jean-Baptiste Bissek. C'est moi qui l'amène. Je le dis en Mondovision. On m'avait envoyé le numéro de Martin Bellinga. Moi, j'ai dit, Bellinga, on avait fait le plateau à Yaoundé une fois en 2015. Je ne l'ai plus encore. Qu'il m'excuse. Je ne l'ai plus encore revu sur le terrain. Je vous propose un entraîneur. Jean-Baptiste Bisset rentrait même déjà, lui, en France. Je prends un téléphone, je l'appelle le soir. Près de 30 appels, il rentre, il voit. Il me bip, je l'appelle. Je le force. Il part en Guinée équatoriale. Le coach Bellinga est en Guinée équatoriale. Futuro, où il entraîne. Je parlais à Bissek 2 années avant, quand il sortait du Gabon avec le coach Oman, avec qui on a travaillé ensemble. Je lui proposais plutôt Futuro. J'avais perdu le fil. Actuellement, j'ai pistonné. C'est moi qui ai provoqué à Konangui. À Konangui m'a dit, bon, propose-nous. J'envoie le dossier de Jean-Baptiste Bissek. C'était séduisant. Le président, qui est le fils d'Obiangé, m'a dit non. Les gens sont venus dire, on a attendu Jean-Baptiste Bissek pendant près de 2 semaines. Il restait 8 jours comme ça pour le tournoi africain. Le président a dit, j'attends cet entraîneur. Pour vous faire comprendre qu'on a quand même une petite vision. Il est inadmissible que l'enfant de Samuel Eto'o, parce que je me dis que c'est là où ce problème vient. Ça commence en U17, je crois que c'était en U17, avec le coach Libitoma. Je suis surpris de voir mon grand... Parce que c'est la première fois que je parle de cette histoire sur notre illustre plateau. Je suis surpris de voir Libitoma entrer dans un populisme qui dit non, ça ne peut pas... Mais excusez-moi, ce n'est pas l'émission politique. C'est le règlement. Hein? Écoutez, ce n'est pas... C'était le règlement. C'était une loi, c'était un texte. Vous me comprendrez. Voilà, c'est un texte. Vous me comprendrez. Aussi, et si franchement nous sommes loyaux, vous me donnerez raison. Et il y a des tueries partout. On demande la faveur du chef d'État d'apaiser la situation, non? En libérant même les gens qui ont tué. C'est maintenant en demandant au chef d'État que... Mais il y a un enfant qui veut partir, peut-être une icône comme Mbappé, qui est en train de partir. L'enfant vient à cet âge-là. Tu le frustres. Il est là comme quelqu'un qui... J'ai failli couler dedans. Est-ce que c'était même vous qui êtes mère d'enfant? Est-ce que c'est normal qu'un père d'enfant fasse ce que Libitoma avait fait? C'était pas normal. Actuellement, ils reviennent. La même chose revient. Soyons directs. Moi, je l'avais dit, ceux avec qui je partage l'amitié sur Facebook, j'avais dit que même si cet entraîneur continue comme ça, il gagne le trophée. La première fois, dès qu'il arrive ici, on l'évince. Il faut être clair. Un entraîneur a besoin. C'est pour ça que je prenais l'exemple sur moi. Je suis un manager fier en Guinée équatoriale. On m'en propose beaucoup. Il a besoin de bons joueurs pour avancer. Pas besoin de ce qu'on va dire. Et vous savez aussi que sur le plan marketing, quand on dit Eto'o, ça dit quelque chose. Actuellement, on parle de... Où est-ce que vous mettez les tests alors? Les tests? Oui. Mais les tests sont là. On peut aussi demander à changer quelque chose, non? Mais ça, c'est normal. Et ça, c'est moi qui le dis. Et le chef d'État est là pourquoi? Il peut dire, bon, je décrète. Comme ça, terminé. Hein? Normalement, il devait jouer. Parce que, vous savez, excusez-moi, Lydie, c'est les journalistes qui l'avaient induit en erreur. Non, on ne fait pas ça au coach Libye. Bon, actuellement, il est bon. Très bon. Il est où maintenant? Il nous sert maintenant à quoi? Pourtant, Libitoma était un très bon entraîneur. Il faut que je vous dise, au Gabon, avec US Bitam, Libye a fait que le coach Nkoundé m'excuse, parce que c'est lui qui amène Libitoma. Mais Libye a fait ce que tous les autres qui y sont passés. Je ne parle pas d'Oman, mais il est mon grand frère. Lui-même le sait, que ce trophée qu'il a gagné là-bas, c'est le trophée que j'ai initié en 2013. Coupe de préparation. C'est moi qui l'ai initié en Guinée équatoriale. Il l'avait gagné parce qu'il y avait des grands clubs camerounais, Équateur et Gabon. Il a remporté. C'est moi. Mais ce que Libye a fait au Gabon, il était comme le baron. Je dis, là-bas, il décidait là-bas, on parlait de lui. Pour moi, ça me fait mal qu'il ne continue pas au Cameroun pour pouvoir satisfaire les populistes. On ne peut pas faire ça au coach. Donc pour vous, ça a été davantage dans la démarche une démarche qui n'était pas appréciée, n'était pas améliorative. C'était plutôt péjorative, même si je le dis. Écoutez, la profession du foie de Seydou Mbombonjoa, les gens qui voient là, il avait tellement, il disait qu'il devait se fixer sur répertorier les binationaux et les récupérer. Parce que c'est très important pour nous. Et je me dis que c'était aussi ça.
en passant, je dois féliciter vraiment Samuel Eto'o. Parce que s'il n'était pas un vrai Camerounais qui aimait son fils ne devait plus encore être là. Je crois que le match, le coach là doit avoir honte. Moi, je suis direct. Hein. Non, pour construire notre football, il y a des choses. Quand on dit Cameroun, si tu es encore à l'extérieur, quand on joue là, tout le monde, c'est toi qu'on est en train de regarder. Nous avons atteint un niveau où on n'est plus encore effaçable. Donc quand on pourrit là, même si on a 4, les gens diront qu'on a moins 4. Pourtant, ceux qui pleurent n'en ont même pas un. Ils ont raison parce que nous avons atteint un niveau. Ouais. Il est inadmissible pour parler du parcours. Le parcours, vraiment, on a paniqué. On voit lors du troisième match qu'on a paniqué pour rien. S'il faisait un bon classement qui était logique, il lui-même ne devait pas souffrir. Avec ça, là, il pouvait ne pas être qualifié. Bon, peut-être Dieu disait que le petit, là, Etienne Eto'o, on doit le voir afin que les choses se passent ainsi. Je me dis que, bon, c'est passé, mais que ça ne se répète plus. Président Fouda. C'est une colère que vous comprenez. Oui, je comprends sa colère parce que, comme je l'ai si bien dit, Eto'o, capitaine dans son club de U17 en Europe, attendez, ce n'est pas n'importe quoi. C'est pour dire qu'il fallait déjà que le coach en tienne compte. Il y a le fils de... l'autre... Tchatobi là-bas, oui. Je ne sais pas s'il a joué. Donc, il faut comprendre. Je comprends la colère. Moi, je n'en veux pas à Libye pour les U17 parce que il les avait appelés en stage. Oui. Malheureusement, on a dû lui demander de les mettre de côté. Et comme il dit, les textes, ça peut se changer à tout moment. On aurait dû. Parce que quand tu es Camerounais, quand tu es Camerounais, non, le chef d'État est là pour régler la constitution. Il y avait eu quand même aussi cette grosse polémique. Bon, on ne va pas déjà en équipe Fagnon, on a les nationaux. Maintenant aussi, il faut quand même qu'on valorise les joueurs qui évoluent sur le territoire, même si au niveau inférieur, Makeda, vous êtes fonctionnaire. Makeda, vous êtes fonctionnaire camerounais. Vous êtes affecté, votre enfant a 10 ans, vous êtes affecté à l'extérieur. Et votre enfant a 10 ans quand vous allez à l'extérieur, il est camerounais, il peut jouer dans la sélection. Mais parce que vous êtes affecté pour les besoins de service, votre fils qui va avec vous et qui est même s'améliore et est très performant, il est sous le coup de quelle loi là? Il n'est plus camerounais parce que pour la faute, parce qu'on a affecté son père à l'extérieur. J'ai dit, c'est un débat qui pour moi ne doit même pas exister. Quand on est camerounais, on est camerounais partout. Parce qu'on est en train de faire la cour aux binationaux dont on se demande même pourquoi on les appelle, leur père vient négocier et tout. J'ai dit non. Heureusement, comme l'a si bien dit mon ami, Eto'o, comme il a dit, hein, qu'il a dit à son fils que si tu veux me faire plaisir, il faut que tu joues pour le Cameroun. Il aurait pu jouer pour d'autres pays. Yves? Non, moi vraiment, je pense que je ne vais pas juger le choix parce que c'est très discrétionnaire, hein, c'est-à-dire qu'un entraîneur, et c'est pour ça que j'admire beaucoup les coachs comme le coach Mabouka, parce que vous savez, nous en athlète, c'est plus facile. J'ai besoin de 2 gars pour nous qualifier. On a une compétition de 2 gars pour 100 mètres. On voit 2 gars aller ici, avant ma prépa, tes cadres de pas, ils sont partis, je prends les 2 premiers, je m'en vais en voyage. Par contre, vous en football, vous avez tous les bons du monde, c'est un bon joueur de banc de touche, c'est un bon maître d'entraînement, c'est un bon, il anime le quart, il voyage. Donc vraiment, chez vous, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du mal un peu à discuter sur le classement d'une équipe, hein, franchement. Vous pouvez vous appeler, moi je me rappelle, j'aimais beaucoup l'Italie à l'époque. Il y avait l'entraîneur Arrigo Sacchi, je n'oublierai jamais ça. Le gardien a pris un carton rouge parce qu'il a pris le ballon hors de la surface. Il a regardé, il a mis Roberto Baggio dehors. J'ai dit waouh! Qu'est-ce que je me suis assis par terre? Je dis, j'étais petit. L'Italie a gagné. On a encensé cet entraîneur. Vous imaginez Roberto Baggio, vous mettez dehors à l'époque là. Ça aurait été, dans votre pays, on vous fusillait à l'époque. Donc c'est pour dire que moi, je regarde beaucoup, avec beaucoup d'admiration les entraîneurs de sport collectif. Hein. J'aime bien Adingono quand il fait le show, j'aime bien ça. Oui, c'est mon pote. Non, alors quand je regarde tout ça, je me dis, un entraîneur a 11 gars à mettre. Oui. Maintenant, il subit tout. Il subit tous les Camerounais qui sont entraîneurs, il subit sa hiérarchie,
il subit les lobbying qui gèrent le football. Il subit les agents de joueurs. Il a les agents. Alors, il a tout ça réuni, lui seul. Il doit mettre 11 gars sur le stade. Alors, s'il aurait mis, parce que c'est lui qui fait polémique aujourd'hui, encore le même nom, Eto'o. Il a mis Eto'o, il aurait mis Eto'o, on aurait peut-être perdu, on aurait gagné, on a gagné aujourd'hui, c'est tant mieux. Tout le monde va dire ce qu'on va vous dire. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que la première chose que je regarde, parce que je vais vous dire, j'ai été, après le Chan, je croyais que j'allais mourir. Dieu merci, il y a eu le U20 là. Je passe toutes mes soirées, c'est agréable à voir. Moi, j'aime voir les jeunes jouer. J'ai les jeunes et les vétérans que j'aime voir jouer. Eux, je les regarde et je me dis, waouh, on arrive quand même à aligner des U20 au Cameroun sans championnat. Sans championnat. Donc, ça veut dire qu'on a de la valeur, on a de la matière. Bravo les entraîneurs. Maintenant, on fait 9 sur 9. Oui. On joue 3 matchs. Je crois qu'on a encaissé un but. On a marqué 6. Je dis, waouh, comment on arrive à se faire cela? Maintenant, tout à l'heure, le président Fouda disait, on vient de gagner, on est qualifié pour le Rwanda, à l'Afro-Basket. Le lendemain, c'est quoi? On vient d'avoir des U18. Qu'est-ce qu'on fera de demain? Est-ce qu'ils vont monter? Est-ce qu'on va les suivre? Voilà mes préoccupations. Moi, vraiment, les nationaux, binationaux, on n'a pas mis le meilleur joueur, machin. Moi, j'ai vu contre la Mauritanie. Je peux expliquer aussi à ma façon. On joue, comme vous dites, mal. Moi, on a gagné 1-0. Erreur de machin, je tiens à vous dire que ça se joue chez eux. C'est un match d'ouverture. C'est une équipe qu'on est en train de vouloir. On a pris les copains, on a pris des joueurs qu'on a essayé de mettre ensemble. Il faut que la Mayonnaise prenne, c'est le premier véritable match. Donc vraiment, moi, tout ça mis ensemble, là, je parle aussi en tant que petit technicien de quelque part. Tout ça mis ensemble, on est quand même sous pression, on est chez eux, match d'ouverture, on sait tous ce que ça représente, un match d'ouverture. Le match où Banga, le Chan, Cameroun, c'était Zimbabwe. Où Banga marque, vous estimez qu'on a bien joué? Non. Mais c'est que Banga a marqué, il a eu un coup d'éclat, boum, il a marqué, le Cameroun a gagné, mais sauf qu'il y a une pression, nous-mêmes qui sommes chez nous, parce qu'on a plus peur du public que chez nous que quand on est dehors. Donc franchement, je me dis, on joue contre la Mauritanie, on gagne 1-0, l'entraîneur a mis 11 gars, il a changé, on a joué, on a gagné, on prend 3 points, on regarde. Peut-être qu'au dernier match, vraiment, le Mozambique n'avait plus rien à gagner. Vraiment, le Mozambique jouait pour jouer. Ils auraient pu rentrer chez eux. Mais l'entraîneur, Cameroun, nous dit, bon, essayons aussi les autres. On a vu d'autres gars qui peuvent faire des choses. Mais maintenant, par exemple, moi j'ai un autre problème. Réussir à faire que l'équipe qui pensait avoir équipe type, qui a qualifié pour le dernier match, et la dernière, celle contre le Mozambique, il faut maintenant trouver le juste milieu. Il faut encore une autre problématique qui se pose. Oui, coach, vous souhaitez réagir? Vous savez, on a encore un problème dans notre pays. Moi, je le dis clair et net. Ça veut dire que on ne prépare pas les compétitions. Si ce n'était que moi, le coach devait appeler ce gars quand il partait en Guinée équatoriale, jouer le tournoi. Il partait avec ces gens, ces jeunes 4 garçons, en Guinée équatoriale. Ça veut dire qu'ils jouent parce qu'ils n'avaient pas le temps de les voir jouer là-bas. Et vous ne pouvez pas appeler les jeunes garçons où vous avez fait 2 séances d'entraînement, où vous allez dans un tournoi où vous avez joué pour aller en Coupe d'Afrique. C'est ce qui s'est passé. Là, vous n'avez pas le temps de voir ces gars, comment ils peuvent, ces jeunes garçons, comment ils peuvent jouer. Et c'est toujours ça que moi je déplore dans notre pays. Ça veut dire qu'on a toujours pensé que à la dernière minute, il faudrait qu'on enlève cette, dans notre préparation, la dernière minute. Il faudrait qu'on puisse préparer, comme on dit l'Afro-Basket tout à l'heure. Ça veut dire que je dépose, on finance, le ministère des Finances débloque l'argent et que les enfants commencent la préparation. Regardez, nous avons fait un peu le contraire à ce qu'on dit par rapport au champ. On donne à un entraîneur, on ne fait pas confiance à cet entraîneur, on prend l'entraîneur à la dernière minute, toujours la dernière minute, qu'il nous fauche. Comme on a pu avoir nos résultats. Par contre, malheur, on est arrivé au demi-finale. Mais nous sommes chez nous, nous devons gagner. Bon, maintenant, ils sont en train de jouer le tournoi. À la dernière équipe te pose des problèmes. C'est pour ça que vous avez dit que vous avez pitié de notre travail. Moi, je dis c'est la mauvaise organisation qui nous gêne dans notre pays. Il faudrait que nous puissions avoir une bonne organisation pour que ça aille. Il faut qu'il n'y ait pas de politique sportive au Cameroun. On va écouter la réaction d'Etienne Eto'o que nous propose la FECA Foot. Etienne Eto'o, c'était après évidemment ce match disputé contre le Mozambique. On l'écoute.
Vous venez de terminer cette rencontre remportée par le Cameroun et sur le plan personnel, 2 buts, une passe décisive, élu homme du match. On imagine que vous êtes content. Oui, je suis vraiment ravi, mais surtout puisque on a fini la poule avec 9 points, quelque chose de très important. On a reçu juste un but en 3 matchs. On a mis 6 buts en 3 matchs. C'est quelque chose de vraiment être ravi de l'équipe, du travail de chacun de nous. On est 27 joueurs et on est ici tous pour donner tout pour la nation. Et c'est un rêve de pouvoir marquer dans mon premier match officiel avec l'équipe nationale et surtout d'aider l'équipe, c'est le plus important. On nous a vu très émus au LAM, c'est votre premier match avec l'équipe du Cameroun. Vous réussissez à marquer 2 buts, vous attendiez à cet exploit? Je suis dit la vérité, quand j'ai le premier but, j'ai pensé frappe avec ton cœur et tout, mais je pensais pas que ça allait rentrer tellement tôt, presque mon premier ballon que j'avais touché. Et oui, j'étais très ému, ma famille, ma mère, ma grand-mère, mon grand-papy, mon père, tout le monde, je pensais à eux et à le peuple camerounais aussi, et j'étais aux larmes, c'est vraiment émouvant. Voilà pour la réaction d'Etienne Eto'o, on le disait tantôt, 2 buts quand même pour son premier match. Ça rappelle son père. On va dire quoi? C'est peut-être le fils de l'autre, si on peut le dire ainsi. Ok, je peux un peu revenir sur ce qu'a dit le coach, le SG tout à l'heure, en disant que comme c'était le dernier match, il a donné certains exemples. Peut-être l'autre n'avait plus rien à gagner. Non, ils avaient gagné. S'ils gagnaient pour avoir 3 points, on devait prendre les meilleurs 3. Vous savez que c'est 3 poules. Tout à fait. Oui. Ils avaient encore à gagner. Au contraire, le match-là avait plus de pression. Peut-être les gens ne voient pas. Le match-là avait plus de pression comme les deux premiers matchs. C'est que la Mauritanie n'est pas passée aussi. Voilà. Donc, c'est tant de choses. Moi, je dis ceci. Les choses étaient bien. Les choses devaient encore mieux se passer. Il devait bien se passer que ce qui s'est passé. Le petit Eto'o la nostalgie qu'on devait avoir, si ce petit ne revenait pas, à la longue, on devait le regretter. Sans être dieu du football, cet enfant, avec sa fébrilité que vous voyez là, parce qu'il a un vrai 18 ans. Je ne dis pas que d'autres en ont. C'est un enfant, parce que quand vous le voyez même au stade, vous sentez que c'est plutôt la technique que vous étiez en train de dire là, qui remporte sur peut-être la physique. Donc c'est ça. Moi je me dis que ce petit, si on le perdait, on aurait perdu gros. Et vous savez aussi, il y a le marketing en football. Quand on dit Didier Drogba, ce n'est pas n'importe qui. Actuellement, il y a Divan, c'est Divan Mila ou bien qui là. Les gens demandent, et ça c'est l'enfant de Mila. Ça compte aussi. Et pourtant, il n'est pas l'enfant de Mila. C'est le neveu. C'est le neveu. Oui, il est dans la famille. Bon, quand on dit Etienne Eto'o, même les médias occidentaux s'attendaient à ça. Et je vous dis que ces buts ont fait le tour. C'est même devenu maintenant. Quand on dit Eto'o, les médias internationaux en ont parlé. Le petit Eto'o, mais on parle de qui? C'est du Cameroun. Le sport, c'est aussi ça. Donc, franchement, que nous, les Camerounais, arrêtons nos petits guéguets là. Ça ne nous sert à rien. Je dis comme ça parce que c'est là. Si vous voyez cet enfant, si cet enfant n'avait pas un mental en fer, il devait pas. Il m'a fait pitié. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'on demande de l'aide? Je dois devenir fils de tel? Non, coach. Quand on ne brûle pas ça là, nous n'allons pas avancer. Non, le tournoi, si on peut gagner. Moi, je suis entièrement d'accord. Voilà. Au regard, comme a dit le coach Mabouka tout à l'heure, il a dit au regard de notre parcours, aujourd'hui, on peut se dire, tel qu'on est parti, on va les remporter. C'est-à-dire qu'on est la seule poule à avoir eu 9 sur 9. Cela veut dire que, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a des joueurs qui, des bench players, on pensait que c'était des bench players aujourd'hui, mais c'est des gars qui peuvent apporter à l'équipe. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que ne mettons pas trop de pression sur le gamin. Il n'a que 18 ans. Voilà. Vraiment. On a encore les quarts de finale, la demi-finale, et là on a encore 3 matchs à disputer. Donc, à mon humble avis, on a de quoi faire. On a encore le temps de travailler et remporter cette compétition. Et après, on va régler, on va mieux peaufiner nos préparations. Le coach Maouk a parlé de quelque chose tout à l'heure, de fondamental. Moi, je parle de la politique sportive au Cameroun. On a un gros problème. Quand vous regardez l'Afro-Basket, enfin le tournoi qualificatif, je ne le connais pas parce que je suis un peu de la maison. À Ding, on arrive à combien de jours des rencontres? C'est-à-dire que quand on entre en stage, si on appelle ça stage,
Mais ils ont fait combien de jours de préparation? Mais c'est trop facile, c'est ça le vrai problème au Cameroun. On prend un entraîneur qu'on nomme aujourd'hui. Monsieur Atarafouda, à partir de... On attend à 17h, ça passera demain jeudi. À 17h, on va dire, monsieur Atarafouda, vous êtes entraîneur de telle équipe. Objectif premier, nous qualifier dans 2 mois. Voilà comment fonctionne chez nous, je suis désolé. Mais c'est ça le problème. Donc, on a une nouvelle équipe, on est en train de voir les gamins monter. Ok, maintenant c'est qu'on a un noyau. Préparons-le, travaillons-le. Laissons-les, ne mettons pas la pression à Mila, à Junior ou à Étienne. Il ne faut pas mettre la pression sur Étienne et tout. Yves, justement, c'est ça le problème du Cameroun, le noyau. Nous avons gagné la CAN Cadet en 2004 ou 2005. Que sont devenus ces jeunes-là après la Coupe du Monde? On ne sait pas. La traçabilité. On a gagné la CAN avec les billes, on a la Coupe du Monde. Combien y en a-t-il dans les U20? Voilà. On ne sait pas. Ça veut dire que la direction technique n'a pas assez de pouvoir pour pouvoir gérer cette traçabilité. C'est-à-dire les cadets ayant gagné la CAN passent directement en junior, au moins à 75%, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Oui. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas ça. Le coach des juniors, il va prendre ses joueurs à lui, et ça casse cette dynamique-là. Et c'est ça qui est et sans vous couper, coach, peut-être une seconde seulement. Une seconde. Oui, une seconde. Lorsque vous parlez d'évincer l'entraîneur à la dernière minute, je vous dis que les meilleurs du Cameroun, du championnat camerounais, ce n'était pas eux qui étaient partis. Moi, je devais manager Lyon Boyomo. Ça doit être clair, parce qu'il devait jouer à Akunangi. Akunangi a un contrat de partenariat avec Benfica de Lisbonne. Il faut que les Camerounais comprennent. On dit, bon, viens jouer le play-off pour que les gens là te voient. Son salaire déjà à Akunangi devait être 4 fois que ce qu'on a payé là. Je ne vous parlerai pas de prime de signature. Ça s'est capoté comment? Il a dit, j'ai le champ à jouer. Je ne peux pas. Et le temps est passé. Vous voyez qu'on nomme un entraîneur qui dit un gérontofoot. Il arrive maintenant, il balaye tous ces gars. Sans comprendre. Si on partait avec l'équipe de Yves Clément à Roga, même si on ne gagnait pas le football, le jeu ne devait pas être ce qu'on a vu là. C'est terminé la petite seconde. Alors, avant sur les quarts de finale qui démarrent demain avec le match Cameroun-Ghana, on va dire quoi, une petite finale avant l'heure. Une petite finale, oui, parce que quand on voit le Ghana jouer le Maroc, c'était pas facile. Hein. Une équipe ghanéenne qui... Quand vous allez regarder sur le plan physique... Qui n'est pas facilement qualifié aussi pour ces quarts de finale. Non, moi je dis, le football a changé en Afrique. Ça veut dire que les grandes nations ne vont plus jamais gagner parce que les petites nations, vous avez vu l'équipe de la Guinée équatoriale, et la Guinée-Conakry, qui nous a montré quelque chose au change. Et quand vous regardez le coach principal de cette équipe, le coach principal de l'équipe senior était là. Oui. Je me suis retrouvé à côté de lui quand les gars prenaient les médailles. Et il m'a dit, avec cette équipe, il va faire mal en Afrique. Donc, le Ghana a eu 4 points. Ce n'est pas pour rien. Et c'est comment les autres pays, comme les petits pays qui sont là, qui sont en train de monter, qui sont qualifiés, je crois que ce ne sera pas facile. On parle du match Cameroun-Ghana, que c'est une petite finale. Oui, bien sûr, parce que le Cameroun a 9 points. Maroc-Tunisie aussi. Hein? Maroc-Tunisie, mais quand on regarde Cameroun-Ghana, c'est au niveau de l'Afrique noire. Ça a toujours été des matchs difficiles. Je crois que c'est une finale, parce que quelque part, le Cameroun, actuellement, avec les 9 points qu'ils ont eu, tout le monde qui viendra jouer contre le Cameroun va se dire qu'il a une équipe en face d'eux. On peut remporter ce match-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faudrait que le coach puisse ne serait-ce que sélectionner les joueurs qui méritent pour la continuité. Parce que quand vous regardez, je crois qu'il a peut-être utilisé la stratégie des Marocains. Quand le Maroc est venu jouer le Chani, il a commencé avec des joueurs qui étaient comme ça. Mais vers la fin, ils ont mis la meilleure équipe et ils ont gagné le tournoi. Pourquoi ne pas prendre cette idée et dire que la troisième équipe qui a joué le troisième match, l'équipe qui a joué est la meilleure équipe? Continuons avec cette équipe. Moi, je crois qu'il aura le problème parce que quelque part, il s'est dit que le tournoi qu'il a gagné en Guinée équatoriale lui a donné quelque chose. Non, c'est différent. Actuellement, nous sommes en Coupe d'Afrique et je lui souhaite bonne chance parce que j'ai des amis qui sont là-bas, qui sont entraînés, qui me respectent, et qui puissent aller de l'avant. C'est vrai que Yves Désiré demande de ne pas mettre la pression sur un joueur comme Étienne Eto'o, mais on imagine que vous aimeriez par exemple voir aussi le voir dans ce cas. Un joueur qui vous marque 2 buts. Il faut être vraiment un entraîneur qui n'a pas de vision pour dire qu'il ne commence pas le match. 20 minutes avant la fin du Vous comprenez un peu? Moi, je me dis qu'il a déjà
il est déjà qualifié parce qu'ayant ses joueurs dans le stade, quel qu'en soit le cas, vous aurez les coups francs. Parce que Etienne Eto'o, quel qu'en soit, il est trop technique et il est rapide. Donc, c'est une option pour lui d'avoir des coups francs à l'entrée de 18 mètres pour que notre jeune enfant fils puisse ne serait-ce que montrer encore son éclat sur les ballons arrêtés. Je crois qu'il a marqué 2 buts. Il a donné une passe décisive pour le 3e but. Ça doit avoir quand même, il doit avoir cette chance de commencer ce match. D'accord. Alors, quart de finale demain, Cameroun-Ghana, Burkina Faso-Ouganda. Et puis vendredi, c'est Maroc-Tunisie, RCA Gambie. On rappelle que le demi-finale, le 1er mars, le 1er mars, match pour la 3e place le 5 mars et la finale, ce sera le 6 mars prochain. Un mot rapidement en fin d'émission, président Atangana Fouda sur Coton Sport. Coton Sport qui se comporte très très bien et je crois que pour une des, ça fait 2 ou 3 ans que Coton n'a plus traversé n'est plus arrivé dans la phase de poule. Je crois que malgré le manque de compétition, au niveau national, c'est une équipe qui, comme l'a si bien dit son coach, ils jouent, ils s'entraînent tous les jours comme s'il y avait un championnat. Je crois qu'il faut les féliciter et je crois qu'ils iront loin parce que j'ai vu leur poule est abordable. C'est abordable. Ouais. Alors, on va terminer avec un mot aussi sur la gestion du football. Idriss, la Fédération camerounaise de football qui a annoncé la reprise du championnat en Ligue 2 pour ce week-end. Est-ce que, vous, de votre regard, vous avez l'impression que c'est une reprise qui sera effective? Oui, moi je vois qu'elle sera effective. Parce que quand on avait insu au secrétaire général du Premier ministère en tout cas de faire une négociation, puisque avant même on avait déjà insu au ministre des Sports de mettre à la disposition de l'Africa Foot les infrastructures. Bon, je ne sais pas pourquoi le ministre va refuser. Je me dis qu'il a été nommé, il ne s'est pas autonomé. Donc, il y aura début du championnat, il y aura lancement du championnat le week-end. Je crois que c'est le 27 et le 28. Effectivement, il y en aura. Coach Mabouka. Oui, bonne chance pour ceux qui vont commencer le championnat, parce que moi je me dis qu'il faudrait que le football commence, parce que les athlètes qui sont des joueurs et des entraîneurs sont au quartier sans toutefois juger le travail. Ils sont en train de travailler depuis des mois et des mois, sans toutefois. Moi, c'est cette programmation qui me fera mieux, parce que qui me fera, qui va me donner l'envie de savoir que le football est au Cameroun et que le football prône au Cameroun, parce qu'il ne faudrait pas qu'on amène les politiques, que le football se joue. C'est là on sort quand même du CHAN. On a les Lions U20 qui sont en compétition. Oui, et surtout c'est important que sur le plan local... Surtout que le coach de l'équipe nationale qui va jouer la Coupe d'Afrique pourra voir les joueurs camerounais qui peuvent intégrer l'équipe, parce que c'est ça qui est important. Si le championnat est tel que la programmation est, que ça finit en juin, c'est un cahier de charges qui est bien et que les matchs sont bien programmés. Pourquoi pas ne pas avoir les joueurs qui vont jouer le CHAN? Et surtout que ce championnat va se terminer et on aura le championnat qui va commencer en août pour la nouvelle saison, avec les nouveaux dirigeants, peut-être à la Ligue professionnelle de football, comme a dit le président Sédou. Je crois que, pourquoi pas, il faut du sang neuf dans le football camerounais. Il faudrait que les annonceurs puissent, ne serait-ce que, avec les infrastructures que nous avons au Cameroun, il faudrait que ça puisse, ne serait-ce que, se jouer comme en Afrique du Sud. Moi, j'ai été en Afrique du Sud, le football est tellement professionnel. Pourquoi pas ne pas le faire au Cameroun? Ah oui, peut-être pour terminer avec vous, Yves Désiré, c'est important que ce championnat puisse reprendre quand même sur le terrain. Je veux dire, s'il reprend, honnêtement, happy end. Parce que, à un moment, il faudrait qu'on sorte du chat. Moi, je parlais de U20, tout ce qu'on a pu voir durant le CHAN ou durant cette compétition. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'étais au stade de Bepanda tous les jours, il y a un match. C'était full, tu ne savais même pas qui ont supporté. Oui. Ça nous manque énormément. Vraiment, si à un moment on peut un peu laisser nos égos au profit de ces présidents de club, de ces joueurs, pensons un peu aussi à eux à un moment, oublions un peu qui nous sommes, d'où nous venons et ainsi de suite. Mais je dis,
Si ça démarre véritablement, qu'on n'ait pas une première journée, après on annule encore 6 mois plus tard pour revenir, je dis happy end. Vivement les retour au foot. Retour au foot Comme sur dirait le mon terrain. ami Joseph Antoine Bell. Sur le terrain. Merci bien, messieurs. Merci Idriss Sangou, coach Anas Mabouka, Désiré Ekwala et le président Albert Tanganafouda. Toute la grosse équipe technique avec Adonis Yamen et Nono Fetua, entre autres. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir regardés. À très bientôt sur Spectrum Télévision. Au revoir.